Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. Ça file la pêche. Quand c'est de la confiture de pêche. Exactement. Et pas la banane. Oh, teasing. Parce que Teasing de un quoi peu. allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume? Eh ben, on va être en rouge et jaune. Oui, On tout à va fait. parler des brigades rouges Mhm. et on enchaînera sur l'histoire de la banane. La banane, ça vit son œuvre. Exactement. Et donc, c'est moi qui commence avec les Brigades Rouges. Vas-y. Parce qu'il y a quelques semaines, un de nos auditeurs qui préfère Twitter à Discord, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, on fait des blagues, C'est ça. On essaie. principalement, puis on partage un peu des trucs qui ont un lien avec nos épisodes. Donc cet auditeur nous a demandé sur Twitter de faire un sujet sur les Brigades Rouges. Et comme nous, on est serviable. Voilà, déjà on est serviable, et puis moi, personnellement, hein, j'ai une petite tendance à aimer les petits groupes de gauchistes comme ça fait longtemps que j'en avais pas parlé, C'est vrai. de trucs de gauchistes, donc je me suis dévoué. Donc, Je pense que l'univers te remercie. je l'espère bien. Donc, tu prends ta mozzarella et ton ananas, on va en Italie. Allez. Donc, les Brigades Rouges, aujourd'hui, c'est un peu une sorte d'épouvantail des méfaits de l'ultra-gauche, quoi. Oui, c'est un peu le représentatif du terrorisme d'extrême gauche. Voilà, c'est attention les turbo-gauchistes, vous voyez ce qu'ils font, ils crament des trucs, ils tuent Maintenant, des il y a gens. les Black Blocs, quand même. Ouais, mais ils n'ont pas encore tué beaucoup de monde, les Black Blocs. Oui, c'est vrai. Et on n'est pas encore arrivé aux États-Unis où le danger antifa est devenu. Alors que, on va voir que les Antifa et les Brigades Rouges, il y a un lien quand même, hein. J'imagine. Parce que bon, on va pas se mentir, hein, quand même, les Brigades Rouges, elles ont eu massivement recours au kidnapping, à l'assassinat, à la jambisation. Ne faites pas ça chez vous. Non, je vais expliquer un peu plus tard ce que c'est que la jambisation, mais c'est violent, hein. C'est pas... même les Black Blocs et les Antifa, c'est encore gentil par rapport à la jambisation. D'accord. Donc, oui, certes, pas non plus des enfants de cœur, hein, les Brigades Rouges, mais quand on remet un peu leurs actions dans le contexte de l'époque, l'épouvantail prend un petit peu du plomb dans l'aile. Et du plomb, justement. Ouais, on va pas mal parler de plomb, parce que donc tu connais un petit peu l'histoire des années de plomb. Mais pour bien mettre du contexte, on va remonter un tout petit peu plus loin. Alors, Jules César. Romulus et Rémus, fondation de Rome. Non, on va remonter jusqu'à Livourne, donc en Italie, le 21 janvier 1921, au congrès du Parti socialiste italien. Qui, à l'époque, socialiste égale communiste. Ah bah alors justement, à ce congrès de Livourne, l'aile gauche du Parti socialiste italien fait sécession pour créer le Parti communiste d'Italie D'accord. et ainsi suivre un peu les recommandations du Comintern, donc l'international, parce que le Parti socialiste, oui, pas trop. Il Oui, commence déjà à se dire, attends, si on veut gouverner à un moment donné, bon, les 35 heures. voilà, les bolcheviks, c'est quand même un peu violent, donc voilà. Donc, 59 000 militants du Parti socialiste italien partent, claquent la porte, comme on dit maintenant, et fondent le Parti communiste d'Italie, derrière Amadeo Bordiga, le premier secrétaire, et Antonio Gramsci, qui est un petit peu plus connu. Un petit peu. Quelques mois plus tard, donc on est en 1921. 1921 en Italie, il y a des grosses grèves partout, il y a une crise économique assez importante, les paysans se révoltent, c'est un peu le bordel. Ah, c'est pas les Roaring Twenties et Josephine Baker, quoi. Pas trop. En Italie, ça s'est pas passé pareil. Alors, je semblerait qu'ils aient un peu moins profité du traité de Versailles. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et il y a un certain Benito qui, avec ses petits copains en chemise noire, se dit qu'on pourrait profiter un petit peu du bordel ambiant. Pour faire un peu d'exercice et, Voilà. et aller marcher. Marcher sur Rome et taper sur des gens au passage. Les membres de ce nouveau parti communiste, face à cette montée des violences quand même, des chemises noires, faut le dire. Donc les Ce serait pas un peu fasciste? Voilà, les chemises noires, c'est des fascistes, hein, faut pas... des vrais fascistes. Oui, pas Ceux pour le qui coup. s'appellent eux-mêmes fascistes, qui ont inventé le mot et tout. Genre. Là, il n'y a pas trop de doute. Hein. Donc- Là, c'est pas la cancel culture qui Non, traite les gens de fascistes à tout va. non, c'est pas le wokisme. Le wokisme n'est pas encore arrivé dans l'équation. Et donc, le Parti communiste crée les bureaux du travail illégal, une organisation clandestine dont les membres reçoivent une formation militaire et des armes. Parce Voilà, que, oui. au cas où, on sait jamais, ça se commence à sentir un petit peu le moisi dans cette histoire, donc bon.
Le gorgonzola. Pardon. De son côté, le Parti socialiste, qui est dirigé par des réformistes, donc par les gens qui se disent qu'on pourra peut-être prendre le pouvoir, ça serait cool, participe encore aux négociations en vue de former un gouvernement de coalition. Parce que donc en Italie, la République italienne, quand même très parlementaire, déjà à l'époque. Et ce qui devait arriver, arriva. La droite s'allie aux fascistes, et puis Mussolini prend le pouvoir, quoi. Ouais. Et finalement, la droite s'allie aux fascistes, et c'est les fascistes qui gagnent. Oui, souvent. Moins gêner la droite, finalement, que de s'allier, même avec des socialistes réformistes. Donc, 1922, Mussolini prend le pouvoir. Dès 1923, le Parti communiste est harcelé par les fascistes, et donc commence à rentrer dans la clandestinité. Heureusement, ils ont prévu le coup. Oui, ils ont des armes. Ils ont des armes, et puis ils ont déjà un réseau clandestin. Ils ont caché de la mozzarella un peu partout dans la forêt. Voilà, ça va mieux. En 1926, tous les partis politiques sont interdits, et donc les communistes rentrent en résistance, carrément, dès le début. Bon, doucement au début, mais... Oui, bon. Voilà. Ils vont s'allier donc pendant tout le régime fasciste aux anarchistes et aux socialistes, selon un petit peu ce qui se passe. Mais en pratique, c'est quand même eux qui donnent le plus gros des troupes de la résistance, puisque, par exemple, entre 1926 et 1943, 3/4 des condamnés politiques sont communistes. Après, c'est les condamnés. C'est peut-être qu'ils sont nuls. Ouais, peut-être qu'ils se font plus choper que les autres. C'est pas faux. Peut-être qu'ils sont nuls. C'est pas faux. Bref, après le débarquement allié en Sicile en 1943, ils participent, les communistes, donc au comité de libération nationale, donc l'espèce de force italienne libre, Oui. La résistance après, quand on a une chance de gagner. Ils fournissent la moitié des soldats, quand même, de ce comité de libération. Et donc, à la libération effective, quand le régime tombe, naturellement, ils sont au pouvoir. Presque. Grâce aux libérateurs américains. Ah non. Ouais, voilà, c'est ça. À la libération, le Parti communiste, donc, il retourne dans la légalité quand même, il redevient un vrai parti, c'est bien, c'est cool. Mais non, bizarrement, on ne l'invite pas au pouvoir, on n'en invite même personne, et il devient peu à peu le premier parti d'opposition face à la démocratie chrétienne, qui est le parti centriste, comme tous les partis centristes de droite, mais... C'est Bayrou, quoi. Ouais, sauf que c'est Bayrou qui gagne pendant 40 ans, quoi. Ouais, c'est pas Bayrou. Donc c'est pas Bayrou. Parce que la démocratie chrétienne, c'est quand même le parti politique italien principal de la libération jusqu'aux années 90. Genre, il gagne toutes les élections, sauf une. Et qui est une élection européenne en plus, donc tu vois, donc pas non plus... Bon, après, ils sont obligés de faire des coalitions et tout, on va voir un peu plus tard, mais bref. Et le Parti socialiste, qui au début était un peu dans l'opposition, met de l'eau dans son Chianti pour rentrer au gouvernement, quoi. Oui. Et devenir centriste finalement. Donc de droite ? Écoute, ça dépend d'où tu regardes, mais moi, oui, je trouve que c'est de droite. Toute ressemblance avec la politique française actuelle... Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. N'est pas surprenante, j'avais écrit. Bref, vers la fin des années 60, le Parti communiste, qui représente quand même 25% des voix, commence à se dire lui aussi qu'il pourrait gouverner s'il mettait lui aussi de l'eau dans son Chianti. Donc... Ils arrêtent un petit peu les appels à la révolution armée tout le temps, et puis ils commencent à dire que les patrons sont pas si mal, voilà. Puis ils prennent leur distance avec l'URSS surtout, qui est quand même là pour le coup un gros épouvantail. C'est Roberto U. C'est Roberto U, voilà, qui prend la tête. Mais il se trouve qu'en même temps, donc vers la fin des années 60, 1968 par exemple, je prends une date un petit peu au hasard comme ça, en Italie, un peu comme ailleurs, la nouvelle génération d'étudiants, qui donc a une vingtaine d'années, donc n'a pas connu la guerre, et la première génération qui va vraiment à l'université, où tout le monde va à l'université, et donc... qui se font embrigader, parce que l'université, c'est quand même un peu le temple de l'islamo-gauchisme. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils ont la malheureuse idée de suivre des cours de sociologie, de lire Gramsci, par exemple, et donc de se forger une conscience politique. Et il se trouve qu'au même moment, il y a plein de nouvelles usines en Italie parce que le plan Marshall, la reconstruction fait qu'il y a un boom économique. Et notamment dans le nord, dans la région de Milan, il y a plein d'usines qui emploient des gens du sud de l'Italie qui est encore aujourd'hui plus pauvre. Et tous ces ouvriers commencent à trouver qu'ils n'ont pas beaucoup de droits, qu'ils ne sont pas très bien payés. Et donc, ils s'allient avec les étudiants qui commencent à trouver que... Oui, et puis heureusement, il y a une grande solidarité entre les gens du nord et les gens du sud en Italie. Ah oui, grave. Bon, là, en l'occurrence, entre les étudiants et les ouvriers, il y a cette solidarité. Et donc, comme en France, à partir du printemps 68,
grève générale, manifestation estudiantine, bref, la chienlit, quoi, Oui. comme dirait l'autre. Sauf qu'en Italie, alors déjà, il y a un petit peu plus de blessés pendant les manifestations, parce que c'est un peu plus bourrin, et les manifestations et les grèves, elles ne s'arrêtent pas pendant l'été. Elles recommencent à l'automne. Enfin, D'accord. ou elles s'arrêtent pas du tout, quoi. Il fait plus chaud. Ouais, ça doit être ça, ils ont l'habitude. Et donc, ça devient l'automne chaud en Italie, alors qui va en fait être tous les automnes pendant assez longtemps, qui va en fait être les 2 prochaines années, quoi. Mais bon, D'accord. ils appellent ça l'automne chaud, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, on continue à se taper avec la police. Ah oui, c'est l'automne chaud comme ça, quoi. Parce que ça pourrait être... Déjà, sur le papier, ça peut être sympa. On te dit, ça va être l'automne chaud. Tu vois, Ouais, alors... tu te dis, Joe Dassin, l'été indien, tout ça. Non. Alors, il y a une partie des étudiants, j'ai lu, qui est quand même la contre-culture des hippies et tout, et qui fait de partous. Mais bon, non, là, c'est plutôt, on lance des cailloux sur des flics, et puis les flics tabassent, quoi. Donc, il y a quand même des centaines de blessés et tout. C'est un peu violent, cette histoire. Et les grèves redoublent. C'est des centaines de milliers d'ouvriers qui sont en grève, au point qu'il y a des patrons qui finissent par fuir en Suisse. Et là, le PCI qui se dit « Attendez, pas de problème, les mecs. Nous, on connaît bien les ouvriers. Il y a longtemps, il y a eu des ouvriers dans notre parti, donc on va faire la négociation. » Oui. Et donc, ils se mettent entre les ouvriers et les patrons. Et là, il y a une frange des étudiants et des ouvriers les plus politisés, on va dire, qui disent dis donc, ça ressemble un petit peu à une trahison de la Révolution, ça. Social traître. Voilà, il y a un petit peu, ça sent un peu le socio-traître là-dedans. C'est un peu mou du genou quand même pour un parti communiste de faire la négociation entre les patrons et les ouvriers, de leur dire vous inquiétez pas, on vous aime bien, vous pouvez revenir. Et puis ils sont en train aussi de se rappeler de ce qui s'est passé dans les années 20. Parce que, bon, alors le parti fasciste est interdit depuis la libération, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des mecs... Oui, que les gens ont complètement changé de mentalité. Voilà, il y a quand même des mecs qui aiment bien se raser les côtés, et se faire la nuque courte, élever les bras pour saluer d'autres gens, quoi. C'est le salut romain. Ça doit être ça. Joli, c'est une tradition, finalement. Donc, ils se rappellent un petit peu de tout ça, ils voient le PCI qui fait un peu mou du genou, et ils se disent, bon, faut qu'on y aille, quoi, faut qu'on se retrousse les manches. Si c'est pas nous, personne ne le fera. Voilà, et ils créent donc les collectifs politiques métropolitains, puisqu'ils sont en ville, d'inspiration marxiste, pour lancer une vraie lutte révolutionnaire, quoi. Eux faire la révolution vraiment. Voilà. La vraie lutte des classes. Ouais, mais même, non, plus que la lutte des classes, parce que la lutte des classes, finalement, c'est la grève. Oui, la dictature du prolétariat. C'est la lutte armée en vue de la dictature du prolétariat. Alors je dis en ville parce qu'en fait, dans les campagnes, il y a encore des groupes de partisans, de résistants de la guerre, qui ont pas vraiment déposé les armes parce que c'est les leurs. Oui, c'est à moi. Sur la campagne, qui sont déjà regroupés en groupes d'action partisane et qui ont une petite tendance à tirer sur la police déjà. Bon. Mais c'est les campagnes, c'est plus diffus, ça, quoi. C'est du folklore. Ouais, c'est pas pareil. Bon. Et donc, on a création de ces collectifs politiques métropolitains. Et justement, à partir d'avril 1969, les mecs qui aiment bien les coupes rasées et lever le bras n'importe comment, là, donc des groupes néo-fascistes, qui eux aussi s'appellent clairement fascistes, mais on les appelle néo-fascistes puisqu'ils n'ont pas le droit officiellement d'être fascistes. Oui, donc les fascistes 2. Ouais, c'est 2.0. Si c'est interdit par la loi, ça peut pas exister. Oui. Donc, bon, je vais dire facho après, parce qu'on va pas non plus... Oui, et eux aussi un petit peu aidés par les Américains. On va en parler à la fin. Pour l'instant, on va juste dire qu'à partir d'avril 69, ils organisent des attentats à la bombe dans la région de Milan. Alors des bombes incendiaires au début, qui font quelques blessés, qui font un peu peur, mais ça va. Et c'est con, ou plutôt intelligemment, ils les revendiquent pas, les attentats. C'est-à-dire qu'ils font péter des bombes, puis ils laissent à côté traîner des tracts du Parti communiste ou d'autres groupes un petit peu de turbo-gauchistes. Ce qui fait qu'on a tendance à condamner l'extrême gauche pour ces trucs-là. Oui. Mais au sein des collectifs politiques métropolitains, comme on sait que c'est pas nous qui l'avons fait, c'est que c'est eux. Oui. Parce que, bon, c'est pas les centristes du milieu qui font péter des bombes non plus, quoi. Donc on se doute bien que c'est les fascistes. Le 12 décembre 1969, on franchit une marche puisque une bombe explose dans la banque de l'agriculture Piazza Fontana à Milan et fait 17 morts et 88 blessés.
Donc là, c'est un Oui. peu moins du folklore, ça commence à être un petit peu... J'imagine que la police arrête de se dire bon, c'est 14 juillet, c'est pas grave. Voilà, bah, typiquement, la police va monter au créneau et arrêter 400 personnes, hein. Surtout dans les milieux gauchistes, donc, puisque les milieux anarchistes même, puisque c'est eux qu'on soupçonne en premier. Je suppose qu'ils ont un peu lu des livres d'histoire Oui, c'est ça. française. Bon, il y a des bombes, ça doit être les anards. C'est ça. Malheureusement, le principal suspect, un cheminot anarchiste, tombe malencontreusement du 4e étage du commissariat où il est interrogé, officiellement après une enquête de plusieurs années parce qu'il a fait un malaise à côté d'une fenêtre ouverte. Sûrement. Sûrement. Toujours est-il, il meurt. Bah, je pense qu'il devait avoir très chaud et qu'on s'est dit, pour pas qu'il fasse un malaise, on va ouvrir la fenêtre. Voilà, et qui est, bon, baisse de tension, et pouf, il est tombé. C'est malheureux, quoi. Bah, pas de bol. Au seul moment où il était tout seul, et donc Oui. personne ne pouvait le rattraper. C'est pas de bol. Bref, donc le principal suspect, on peut pas vraiment le mettre en prison. Il y a d'autres anarchistes qui vont faire 3 ans de détention préventive avant d'être relâchés faute de preuves, pour cause, puisqu'en fait, cet attentat a été organisé par les fachos, hein, Ouais. qui vont finir par l'admettre après s'être fait arrêter pour autre chose. 30 ans après. Non, alors Non. celui-là, pas si longtemps que ça, une dizaine d'années après. Je peux noter la date, mais enfin bon. Ouais, enfin 10 ans après, Ouais, bon. il y a quand même du temps qui est... Bon. Bref, cet attentat-là de la Piazza Fontana marque le début de ce qu'on appelle les années de plomb. Donc, voilà. Alors bon, certains historiens font remonter ça à mai 68, justement, mais bon, c'est plus symbolique de mettre Oui. un attentat où il y a 17 morts, quand même. C'est bon, voilà. Et puis, c'est un électrochoc pour les militants des CPM, là, donc les collectifs politiques métropolitains, et des autres groupes d'extrême gauche, hein, parce que pas les seuls non plus. Je vais pas Oui. tous les noter parce que c'est la révolution prolétaire, les prolétaires pour la révolution, les collectifs prolétaires de révolution, enfin, tu vois, la lutte ouvrière, le pouvoir Le Front ouvrier. populaire de Judée, quoi. Oui, c'est un peu ça. Alors, à l'époque, on dit gauche extra-parlementaire. Bon, enfin, bon, Oui. turbo-gauche, quoi. Qui vont donc se radicaliser. Parce que, voilà, les autres posent des bombes, donc nous aussi, on va Bah, se j'imagine radicaliser. que t'en as une partie qui arrête, quand même, non? Qui arrête? Bah, t'as pas comme toujours, une partie des gens qui disent wow, 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 ça va beaucoup trop loin, et une partie qui disent ça va trop loin, il faut qu'on pousse encore les choses un peu plus loin. Si, sûrement, sûrement. Bah, en pratique, le mouvement, en fait, va se diviser un petit peu entre ceux qui sont partisans de ce qu'on appelle l'opéraïsme, alors qui n'est pas la révolution des contraltos, hein. Je te vois venir. En fait, ça vient de operaio, qui veut dire ouvrier en italien. D'accord. Donc, c'est le mouvement ouvrier qui se rapproche un petit peu, en fait, qui est même l'inspiration du mouvement autonomiste en France, où c'est les ouvriers qui prennent leurs usines. Ah, les scopes, et... les plus ou moins. SKIC, les ZAD ZAD. aussi. Donc, en gros, on prend les usines, on les gère nous-mêmes et on montre qu'une autre société est possible en espérant que le reste de la société se dise « Ah, mais ça a l'air super, faisons pareil. » Je sais plus, c'est quoi les montres Oui, dans l'Est de la France. Ouais, c'est ça, la grande histoire de l'autogestion. Je sais plus comment La ça- marque, mais oui. Bon, Ouais. on en parlera un jour, tiens. C'est marrant, cette histoire. Et puis, donc, l'autre partie, ceux qu'on pourrait appeler les jusqu'au-boutistes, se disent, les autres, ils mettent des bombes, nous, on va rentrer dans la lutte armée. On va mettre des bombes plus grosses. Alors non, ils vont pas mettre des bombes, mais ils vont récupérer les armes après la Deuxième Guerre mondiale, on a oublié de compter. Et ils vont se lancer donc dans la lutte armée Le fusil de papy. anticapitaliste et antifasciste. Parce que bon, l'ennemi, il est quand même désigné pour eux. Et c'est ainsi que se forment les Brigades Rouges, donc. Alors, les principaux membres fondateurs sont Alberto Franceschini, Renato Curcio et Margarita Cagol. Alors bon, je prononce mal l'italien, je vais pas essayer. Ouais. De On s'en fout, c'est des Rital. Pas... toute façon, ils nous écoutent pas. Hein. Déjà. Alors, si vous nous écoutez en Italie, n'hésitez pas. Partagez, on adore la mozzarella. Voilà. Et le pesto. Et oui, le pesto, c'est vrai. C'est quand même ma principale source d'alimentation. Bref. Le premier, donc Franceschini, est fils et petit-fils de militants communistes. Son grand-père était membre fondateur du PCI. C'est un vrai. Le second, Renato Curcio, est le neveu illégitime du réalisateur Luigi Zampa. D'accord. Bon, ce qui lui a pas apporté grand-chose, parce que quand même, il était très pauvre pendant toute son enfance, mais parce qu'il est plutôt brillant, il arrive à avoir des bourses qui lui permettent d'étudier la sociologie à l'université de Trente. Voilà, on y vient. Ah oui, mais complètement. Lui, c'est un vrai. Et à l'université de Trente, donc, il va rencontrer Margarita Cagol, qui finira par épouser
qui, elle, vient d'une famille de la classe moyenne, religieuse, plutôt conservatrice, et qui est donc un petit peu en rejet des valeurs familiales pour rentrer donc dans le marxisme-léninisme. Faut bien que adolescence se fasse, quoi. Voilà. Non, mais c'est marrant parce qu'on a un petit peu un éventail du militant gauchiste, quoi. Entre celui qui est de père en fils, le vrai pauvre qui arrive à s'en sortir par son intelligence, et celles ou ceux qui sont en rejet des valeurs familiales. Il manque celui qui est riche. Ouais, bah Kaggle, elle est pas vraiment... Enfin, Kaggle, c'est quand même la classe moyenne supérieure. Hein. Son D'accord. père est parfumier, je crois, un truc comme ça. Ok. Ça va, tu vois. Elle est pas richissime, mais... Ah, je me souviens plus de son nom, là, notre ami qui s'est fait du syndrome de Stockholm. Ah ouais, Hearst. Oui, c'est ça. Bah, ou Engels, hein. Patty Hearst. Oui, ou Engels. Bref, la première action de ces brigades rouges, donc, est d'incendier la voiture d'un cadre d'une usine Siemens, dont les ouvriers sont en grève. On est le 17 septembre 1970, ça marque un petit peu l'apparition des brigades rouges sur l'échiquier politique. Gentiment. Oui, on brûle une caisse, quoi. Ouais. D'un mec qui, bon... Tu sais, un nouvel an à Strasbourg. C'est ça. Un samedi de gilets jaunes, voilà. Ouais. C'est un peu pareil. Pendant les 2 premières années, en gros, les brigades rouges, ils vont théoriser ce qu'ils appellent la propagande armée, alors qui est armée doucement, hein, parce que, en fait, c'est un peu de la propagande par le fait, on en a déjà parlé chez les anarchistes, mais ils vont s'appliquer à aider, en fait, les ouvriers en grève des régions, parce que dès le début, ils se divisent en plusieurs colonnes, donc il y en a une à Milan, il y en a une à Turin, enfin dans toutes les grandes villes. Et au début, leurs actions, c'est vraiment en lien avec les grèves et les mouvements ouvriers, quoi. Donc, on va cramer pas mal de voitures de cadre, on va un peu saboter des machines ou les camions, histoire de bloquer la production, distribuer des tracts à la sortie des usines, quoi. Bon, ça, c'est normal. Diviser par 0 dans les tableaux Excel. On publie, non, ils vont un peu plus loin quand même. Ils publient des listes d'indices, de briseurs de grève, d'agents provocateurs, de contremaîtres qui doivent être, je cite, frappés de la vengeance prolétaire. Mais c'est pas eux qui le font pour l'instant. Juste, ils publient des listes, quoi. Ils cancellent les mecs. Ouais, ils cancellent un peu les mecs. Et puis, leur principal mode d'action de propagande armée, c'est d'aller au carton contre les néofascistes, quoi. Oui, le traditionnel fight du samedi soir. Ouais, plus ou moins. Bon, alors, il y a quand même beaucoup de manifs à l'époque, forcément. Oui. Les brigades rouges font un petit peu service d'ordre dans les manifs de gauche qui sont attaqués par les militants néofascistes. Et puis, quand c'est des manifs néofascistes, c'est eux qui attaquent, quoi. Bon, mais là, c'est encore un petit peu gentillet. On y va à coup de baramine, tu vois. Oui. De nerfs de bœuf. Voilà. En fait, ils arrivent à recruter pas mal, notamment parmi les ouvriers à ce moment-là, notamment parce qu'ils ont des slogans un peu efficaces, genre « Rien ne restera impuni ». C'est bien parce que ça peut être le slogan de tout le monde. Ouais, tout à fait. En frapper un pour en éduquer 100. Ouh, ça c'est joli. C'est pas mal. Et frapper et s'enfuir, qui est directement piqué à Che Guevara. Bon. En mars 72, ils franchissent un petit peu un cap. Ils vont séquestrer un manager de chez Siemens, le juger symboliquement et publier des photos de ce procès. Bon, en tout, ils l'ont regardé une demi-heure. Hein. Ah oui, la justice va vite. Ah bah... Ils n'ont pas gardé 10 ans en disant, bon, attends, il y a peut-être un vice de forme. Non. Il ne s'est pas fait bouffer par la machine judiciaire. C'est un petit peu un cap qui est franchi, parce que c'est la première fois qu'ils enlèvent un mec, même s'ils le gardent pas très longtemps. En tout cas, ça frappe un petit peu les esprits, ça les met un petit peu au devant de la scène pendant quelques jours, et ça permet de recruter. Hein. Dans 72, il y a quand même 1400 membres dans les brigades rouges. Ils sont beaucoup, hein, les mecs. Oui, ça représente pas mal de gens, quoi. Ouais, non, c'est pas un groupuscule où ils sont 15. Tu vois, les 3 du début, là, ils ont quand même beaucoup de gens. Alors, pas vraiment sous leurs ordres, parce que ça reste des gauchistes, donc ça reste très horizontal comme organisation. Puis surtout, il y a des colonnes dans toutes les villes, et puis à l'époque, on n'a pas WhatsApp non plus. Oui. Donc voilà. Mais bon, c'est très horizontal, mais t'as quand même un mec qui prend les décisions, quoi. Ouais, alors j'ai pas réussi à bien comprendre si effectivement t'avais un grand leader qui disait allez, on va taper tel mec, ou si les types faisaient un petit peu ça, genre bon, vous faites quoi samedi? Qui on tape samedi? On brûle la voiture de qui là? Bah vas-y, lance un dé. On va voir. Pendant ce temps-là, les fascistes, ils ne restent pas assis sur leur pouce. Hein. En décembre 70, le prince noir, Junio Valerio Borghese,
Donc un aristocrate qui était rentré dans le fascisme dès le début, parce qu'il y croyait Il vraiment. trouvait ça cool. Il trouvait ça cool. Il organise un coup d'État qu'il annule au dernier moment. C'est-à-dire que genre, ses troupes sont en marche sur Rome et il les appelle, il fait non les gars, c'est bon, on arrête. Stop. Et on n'a jamais vraiment compris pourquoi. Est-ce que il a eu peur? Est-ce que une autre puissance secrète serait venue lui dire mec, déconne pas. Oui, là, ça va trop loin. Laisse tomber. Non. Ou est-ce qu'il s'est dit bon, finalement, je pourrais arriver à la même chose. Finalement, être aristocrate, c'est cool, j'ai pas besoin de bosser. Oui, voilà. C'est aussi le fondateur du Front National Italien, Borghese, là. Donc voilà, très bien. Et puis les attentats à la bombe continuent. Hein, et ils sont de Le plus Front en plus... National italien qui a un logo... Alors, c'est le mouvement social italien qui reprend la même flamme. On en parlera un petit peu plus tard que le Front National français. Alors, je sais pas qui a commencé d'ailleurs, à copier qui. Je crois que c'est les Italiens en premier. Ouais, parce que le mouvement social italien, c'est fondé en 69, je crois. Et Le Front National français, c'est un peu plus tard. je sais pas, faudra demander au SS qui était à la fondation. Tout à fait. Et là encore, quand on dit SS, c'est pas pour de la caricature. Non, oui, c'est des vrais, c'est des vrais. Tout à fait. Mais lui, c'était un vrai fasciste, hein, Borghese. Là, il a défilé avec Mussolini et tout. Hein. Il a été officier dans son armée. Enfin, genre, bon. Un vrai, quoi. Bref. Donc, les attentats à la bombe néofascistes continuent parce qu'ils ont fini par en faire une stratégie, ce qu'on a appelé plus tard la stratégie de la tension. Le but étant de garder la population dans un état de peur un petit peu permanente pour lui faire accepter des lois un peu liberticides et amener peu à peu la République vers un tournant autoritaire et puis quand il n'y aura plus le choix, venir sauver tout le monde en réinstaurant le fascisme. Quoi. On est à ça du pass sanitaire. Ouais, presque, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et puis il continue à essayer de faire porter le chapeau à l'extrême gauche, hein, parce que pour que la stratégie de la tension marche, il faut quand même que ça soit de la gauche dont on ait le plus peur. Tu peux pas dire, bon, je vais vous sauver avec des lois, des bombes que je mets moi. Voilà, c'est ça. Ça marche pas trop. Et en continuant à aller au carton contre les Brigades Rouges et les autres groupes d'extrême gauche, l'idée c'est de disqualifier le PCI. Hein. Et d'ailleurs, ils vont avoir un soutien, on en reparlera à la fin, de puissances étrangères qui sont bien contents de disqualifier le Parti communiste italien. Et ça va plus ou moins marcher. On va voir. En mai 72, donc, un attentat fasciste vise directement les carabinieri, donc les gendarmes locaux. Donc il y en a 3 qui sont tués, hein, quand même. Enfin, genre, le but c'était de tuer des flics. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. La police, qui attendait un petit peu qu'un prétexte pour aller faire un coup de filet sur... Allianci. Voilà, Allianci Nazionali, en profite pour faire un coup de filet sur les Brigades Rouges. Et ce qui les force à rentrer dans la clandestinité. Parce que jusqu'à présent, ils étaient quand même... Bon, ça va, ils avaient juste cramé des voitures, quoi. Pas non plus... Voilà. Pour se financer, elles ont donc recours au banditisme révolutionnaire. À l'impôt. Une sorte de reprise individuelle, et j'écris. Alors, sans le volet redistribution aux pauvres, Robin des Bois, tout ça. Hein. Bon, l'idée, c'est de financer la révolution. En même temps, il faut payer les armes. Hein. Oui. Et la bouffe. Et la bouffe. Donc, elles braquent des banques, quoi. Ah bah ça va. C'est des banques, bon, à la limite. Ah oui, non, c'est pas... Tant qu'ils tuent personne. Alors, au début, non. Bon, il y a peut-être un ou deux gardes de banque qui va y passer sur le chemin et des flics, on va en reparler plus tard, mais au début, non. Mais c'est pas du racket, quoi. Tu vois, ils vont pas racketter les petits commerçants, des trucs comme ça, ils braquent des banques. Oui, parce que sinon, c'est la mafia qui fait ça. Voilà, c'est ça. C'est le créneau déjà pris. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas. Et donc, depuis la clandestinité, elles continuent leurs actions militantes qui visent de plus en plus, parce que la stratégie se précise, le cœur de l'État impérialiste des multinationales. Je cite. C'est leur cible. C'est clair. Ça, c'est clair. Donc, en pratique, elles vont enlever à nouveau des cadres dirigeants d'usines et de multinationales et les relâcher contre la promesse d'accéder aux revendications des mouvements ouvriers et restent quand même très liés au mouvement ouvrier à ce moment-là. On reste quand même sur des capitaines d'industrie, des... Alors là, on n'est pas encore au capitaine d'industrie, on est encore qu'au cadre, tu vois. Aux dirigeants d'usine. Ouais, au DRH, aux trucs comme ça. Et à chaque fois, d'une usine où les ouvriers sont en grève ou ont des revendications quelconques, quoi. Oui. Tu vois, on n'attaque pas un mec juste au pif parce que, voilà. Bon, bien sûr, on continue à aller se taper avec les fascistes dans les manifs. Lesquels fascistes font des mouvements de représailles contre les mouvements syndicaux. Donc, nouvelles représailles contre les syndicats fascistes. Et lors
d'une de ces attaques le 17 juin 1974. Donc une attaque des Brigades Rouges contre le MSI, le mouvement social italien dont on a parlé juste avant. 2 militants du MSI, donc, sont tués. Oh merde. Ouais, bon, c'était pas prévu, hein. À la base, on n'était pas venu là pour buter des types, mais bon, voilà, il y en a 2 qui sont morts. Bon, ça leur donne pas un cas de conscience incroyable hein, d'avoir tué 2 fascistes aux Brigades Rouges. C'était pas vraiment prévu, mais bon, voilà, c'est quand même un tournant, parce que c'est la première fois qu'ils tuent des gens. Oui. Mais en même temps, au point où on en est, se disent-ils, on a déjà braqué des banques, on est en clandestinité, cramer des voitures, c'est sympa, mais il y a un moment donné, les fascistes, faut peut-être un petit peu leur rendre la monnaie de la pièce. Frapper un pour éduquer 100. Ouais, et donc si on les tue, peut-être que ça ira plus vite, pense-t-il. Ne faites pas ça chez vous. Non, alors non. Tuer des gens, de manière générale, c'est mal, même s'ils ne sont pas de votre bord idéologique. Tout à fait. En tout cas, le meurtre devient une option tout à fait envisageable pour les Brigades Rouges à partir de ce moment-là. Bah, une fois que tu as dépassé les bornes, il n'y a plus de limite, comme dirait l'autre. C'est pas faux, c'est un peu ça. En septembre 1974, cela dit, Curcio et Franceschini, donc 2 des membres fondateurs, des leaders, sont arrêtés grâce à un agent des carabinieri infiltré au sein des BA. Alors, agent dont je n'ai pas réussi à trouver beaucoup de détails sur sa biographie, mais qui a quand même été, avant d'être infiltré chez les BR, légionnaire dans la Légion étrangère française, moine franciscain en Amérique du Sud et guerrilleros en Amérique du Sud aussi. Donc, c'est un peu James Bond. Ouais, je sais pas ce qu'il c'est, mais le mec a l'air d'être un peu un ouf. Bref, toujours est-il, Curcio et Franceschini sont condamnés à 18 ans de prison. En février 1975, Margarita Cagol va mener un commando de Brigade Rouge pour les libérer. Elle va attaquer la prison. Parce que, voilà, il y a un moment donné, faut y aller, quoi. Bon, pour libérer son mari, surtout, Curcio, pas l'autre. Il va être repris quelques mois plus tard. Hein, parce que... Donc ça a marché quand même, l'assaut sur la prison. Ouais. Alors, je sais pas. Alors, dans ce que j'ai lu, apparemment, c'était pas une prison de haute sécurité non plus. Hein. Mais oui, ça a marché. Je sais pas trop comment tu fais pour attaquer une prison. Mais enfin bon, voilà. Bah, une voiture bélier. Ouais, non, mais je pense aussi qu'on se fait une idée des prisons un peu différentes. Enfin, je pense que si t'as 300 gars qui arrivent avec des flingues... Oui, t'as peut-être des gardiens de prison qui font « Oh, bah ok. » Allez-y. Allez-y, je peux assez bien payé pour ça. Bon, en même temps, comme ils n'arrêtent pas d'arrêter des types, hein, parce que là, donc on est en 75. Ouais, déjà en du coup, dans la prison, je pense surtout qu'ils ont créé des prisons un petit peu spéciales gauchistes. Oui. Genre, bon, là, on en a arrêté combien ce mois-ci ? 1500. Ah oui. Bien, bah mettez-les dans cet enclos, là. On va voir. Le bracelet électronique, non ? Bah non, pas encore. On est encore dans les années 70. Bon, toujours est-il, comme Curcio et Franceschini sont en prison, la direction du mouvement est reprise par Mario Moretti, qui va un petit peu radicaliser le tout. Parce que lui aussi, il est issu d'une famille de la classe moyenne, alors un peu classe moyenne inférieure. Moretti, aucun rapport, hein ? Non, mais enfin, des Moretti en Italie, il doit y en avoir beaucoup, quoi. Bon, sûrement. Donc, il radicalise d'abord les cibles des enlèvements. Hein, il va prendre un niveau un petit peu au-dessus. C'est là où on se met à enlever carrément des capitaines d'industrie, les patrons, quoi. Parce que les DRH, c'est sympa, mais voilà. Tant qu'à faire, en plus, ils ont plus d'argent. Oui, c'est vrai que tu peux demander des rançons. Parce qu'ils demandent des rançons aussi. Hein. Oui. En 75, c'est un juge aussi, hein, qui est kidnappé. Margarita Cagol sera d'ailleurs tuée par la police lors de l'opération visant à libérer un des patrons qu'ils ont kidnappé. Ensuite, donc en 75, les Brigades Rouges se mettent à jambiser les cibles un petit peu moins importantes. D'accord. Qui, je suppose, permettrait d'avoir une rançon moins importante. Alors, jambiser, ça consiste à tirer dans les jambes de quelqu'un pour le rendre infirme. C'est sympa. Mais au moins, tu ne le tues pas. Enfin, si tu touches pas l'artère. Ouh, ouais. Ils vont beaucoup le faire, jambiser. Et d'ailleurs, ça va se répandre. Parce que, par exemple, je vous en ai pas parlé à l'époque de l'épisode sur l'Irlande, mais il semblerait que l'IRA a beaucoup jambisé aussi. Ok, ne faites pas ça chez vous. Non, non. Mais voilà, donc ils jambisent. Et puis, à partir de 76, le meurtre, qui était une option, devient pas plus qu'une option. Hein. Ils se mettent à exécuter des gens, des cibles, mais alors les cibles du cœur de l'État, seulement. C'est-à-dire qu'ils ne tuent pas n'importe qui non plus. La première étant le juge qui dirige le procès contre les Brigades Rouges. Parce que, voilà. C'est plus simple. Fallait pas. Bon,
Ça reste un peu loin du grand patron, mais bon, c'est un juge, donc Oui, c'est voilà. l'État oppresseur. Voilà. En réponse, le gouvernement, en réponse à ça, et puis aux attentats qui continuent de la part de l'extrême droite et de l'extrême gauche, bon, et à tous les autres trucs comme ça, le gouvernement fait adopter les lois réales, du nom du mec qui les a écrites, qui est une sorte de Patriot Act ou de loi sécurité globale d'Italie, qui donc étend les pouvoirs de la police, qui peut arrêter sur simple suspicion, qui peut garder les mecs pendant 3 jours avant de les inculper de quoi que ce soit, enfin bon, un Patriot Act, quoi, Oui. et qui donc fragilise un petit peu l'état de droit, finalement. Bravo, vous avez tout gagné. Voilà, on crée aussi des délits de t'étais dans la même pièce qu'un gauchiste, donc tu dois être gauchiste, t'as croisé une fois un terroriste, donc tu mérites la prison, enfin bon, Ouais. D'accord. c'est sympa, quoi. L'année 77 marque un peu une intensification, Mais du coup, comment est-ce que tu fais pour juger les terroristes? c'est-à-dire... Bah, si le fait d'être dans la même pièce qu'un terroriste te rend terroriste par contamination, Ouais. comment tu les juges? Bah, tu mets tout le monde en prison pour 15 ans, quoi. Ouais, mais le juge qui est dans la même pièce que Ah le ouais. terroriste, Voilà, parce qu'il faut qu'il y ait intention, quand même. Puis, enfin, ça marche que pour les gens qui sont déjà soupçonnables d'être gauchistes. Ah, C'est-à-dire que d'accord. quand Et t'es puis juge, tu de me- toute façon, tu et- peux pas ouais, être de gauche. et puis tu mets du gel hydroalcoolique peut-être. Oui, voilà, t'as ton masque de droite qui permet de ne pas reprendre les effluves de gauchisme. Et donc, hop, tu es perché, libéré, oui. t'es perché. Donc l'année 77 marque un peu une intensification des actions des groupes d'extrême gauche, surtout. C'est un moment où il y a un peu un tournant, parce qu'avant 77, t'as quand même 90% des attentats qui sont d'extrême droite. Et donc des attentats à la bombe dans des lieux publics. À partir de 77, la tendance s'inverse un petit peu, donc les attentats sont surtout d'extrême gauche, mais donc toujours contre les cibles au cœur de l'État. C'est plus ciblé, quoi. Bon, ça veut pas dire que les néofascistes arrêtent, hein. Oui. Pas non plus. C'est juste que les autres s'y mettent plus, quoi. up leur game. Voilà. Et les mafieux dans tout ça? Alors, les mafieux comptent un peu les points à ce moment-là. De temps en temps, ils aident un petit peu les flics à choper un type, mais en fait, je pense que ça les arrange surtout, parce que les flics sont occupés à autre chose. Oui, remarque. Et il y a quand même en 77 les fascistes qui se mettent à attaquer les policiers aussi, plus directement, enfin genre sans se faire passer pour des gauchistes, parce que les polices commencent à arrêter des fascistes. Et les fascistes disent quoi? Mais non, Mais on mais est vous avec avez vous. pas le droit, on est dans le même camp. Bah non, parce que c'est la police républicaine, quoi. Bon, en 77, on parle quand même Ouais, mais bon, on se comprend, enfin. Ouais. Ouais, visiblement non. Ils se sont pas assez bien compris à ce moment-là. Enfin, les groupes néofascistes dont on parle, là, tout leur drapeau, c'est rouge avec un rond blanc au milieu et un signe noir, alors qui n'est pas une svastika, parce que, bon, c'est quand même un peu cramé. Et puis, c'est quand même un beau symbole de défaite. Oui, en Quand plus. même, la croix gammée, c'est quand même un truc de loser. Hein. Voilà. Il- Mais bon, ça ressemble quand même vachement au drapeau nazi. On va pas non plus se tromper sur leurs intentions. Bon, en 67, on parle de 40 000 inculpés, 15 000 arrêtés, 4 000 condamnés, et puis bon, bah, des centaines de blessés des deux côtés, forcément, des morts un peu partout. Alors, au cœur de l'État, des passants qui passaient à côté d'une bombe d'extrême droite, des flics, et puis des gens qui se sont pris des balles perdues aussi. Il y en a pas mal. Dans Parce les que- jambes. Non, vraiment des passants, parce que du coup, les flics essayent d'arrêter un Bah petit oui. peu plus agressivement les brigades rouges qui ont des armes, donc répliquent. Et puis, voilà. Tout le monde ne vise pas très très bien. Tout le monde n'est pas John Wick. Mais les brigades rouges, notamment, enfin, et les autres groupes d'extrême gauche, gardent dans l'opinion publique, et surtout dans les classes populaires, les plus pauvres, un fort soutien. C'est-à-dire que j'ai lu des scènes où des brigades rouges connues, des types qui ont commis des attentats, des kidnappings et des jambisations, vont manger à la cantine des usines Siemens ou Fiat ou je ne sais quoi, et sont accueillis avec une standing ovation, quoi. Alors qu'ils travaillent pas dans l'usine en plus, Oui. mais bon. Enfin, tu vois, genre, on sait qui Ça ils devait sont. être que la cantine était bonne. Bah ouais, le pesto chez Fiat, il est connu. Mais donc, tu vois, ils sont pas mis au banc de la société, Ouais. quoi, à l'époque. En tout cas, chez les ouvriers, il y a encore dans le mouvement 40% d'ouvriers. C'est pas que des intellectuels sociologues, Ouais. les brigades rouges. C'est pas que des étudiants. Non. Bon, pendant ce temps, en tout cas, le Parti communiste italien, qu'on avait un peu oublié mais qui existe toujours, se renforce dans les urnes. En fait, en 76, il obtient même 34% des voix. Donc il est deuxième juste derrière la démocratie chrétienne qui est à 38. Donc le PCI se dit « Eh mais attends, En coalisant.
Ouais, là, on peut avoir des portefeuilles, quoi. Et genre, pas seulement le ministre des Transports publics. Genre, on pourrait avoir un vrai ministère, quoi. Il n'y en a pas eu, hein. Pour l'instant, il n'y a jamais Oui. eu de communiste au gouvernement. Il y a eu socialiste, mais il n'y a jamais eu de communiste. Là, ils se disent, attends, il y a un truc à jouer. Et donc, les dirigeants des deux partis vont lancer des négociations en vue donc, d'une coalition et d'une entrée des communistes au gouvernement. Les négociations vont prendre le nom de compromis historique, avec des majuscules et tout qui va bien, parce que c'est important. Ils sont pleins d'espoir. Chez les Brigades Rouges, et pour Mario Moretti notamment, donc leur nouveau leader, c'est une preuve de plus de la trahison du PCI envers la classe populaire, prolétarienne même. Ils font des compromis, quoi. C'est ça. Compromis égale trahison. Tout à fait. Et donc, c'est pas comme ça qu'on fait la révolution. Donc, on va se radicaliser un petit peu plus. Et on va tuer les communistes. Non, quand même pas. Pas tout de suite. Pas encore. En tout cas, le 16 mars 1978, Mario Moretti prend la tête d'un commando d'une dizaine de brigadistes qui va aller enlever Aldo Moro, ancien président du Conseil, Premier ministre, oui. Et leader de la démocratie chrétienne, genre le mec est président du parti La démocratie chrétienne. Donc ils vont l'enlever en pleine rue. Ce serait l'équivalent quoi de kidnapper Christophe Castaner, quoi. Oui. Plus ou moins, oui. Ça fait un peu mal, mais ouais. C'est ça. Non, le mec est vachement respecté, Aldo Moro et tout. Genre, c'est un peu une figure de la politique. Il est vachement populaire, en plus, en Italie, encore. Donc, ils le kidnappent en pleine rue. Bon, au passage, ils abattent son escorte, parce que le mec est quand même à 5 gardes du corps, qui donc meurent pendant le kidnapping. Parce que, donc, Aldo Moro, c'est, en tant que président de démocratie chrétienne, c'est lui qui dirige ces négociations pour le compromis historique. Et donc, pour les Brigades Rouges, c'est celui qui œuvre le plus pour l'avènement de l'État impérialiste des multinationales. Oui. Donc, il faut s'en débarrasser, quoi, plus ou moins. Bref, donc on l'enlève. Les Brigades Rouges vont faire un certain nombre de communications en disant, voilà, c'est à cause de la trahison du PCI, le compromis historique, c'est pas possible, l'État multinational, impérialiste, tout ça, boue, pas bien. La bourgeoisie, je pense qu'on doit mettre la bourgeoisie là-dedans, j'imagine. Oui, bah oui. Au bout d'un moment, on finit par dire, bon, on vous le libère si en échange vous libérez des prisonniers politiques. Genre 2500. Ouais, un truc comme ça, c'est logique, hein. À l'Argus, c'est à peu près ce que ça vaut un Premier ministre. Et il laisse Aldo Moro, donc l'ancien Premier ministre, écrire des lettres et les laisse les envoyer. Alors à sa famille, un petit peu, pour leur dire que ça va, je suis bien traité, il y a quand même des pâtes le soir. Et le pesto est pas mauvais. Finalement, pour des gauchistes, ils savent cuisiner. Et au leader de la démocratie chrétienne, au pape, aux Américains, enfin bon, genre, il envoie des lettres un petit peu à tout le monde en leur disant négociez les gars, soyez cool, quoi. Parce que bon, ils sont un petit peu vénères. Mais genre, comment t'es. Enfin, tu vois, à un moment, lui, il est, j'imagine, kidnappé dans une maison. Quand il envoie ses lettres, c'est pas par des trucs spéciaux, quoi. Comment t'écris au pape quand t'es juste un mec. Enfin. Parce qu'il a beau signer Aldo Moro. C'est une bonne question. Alors, je n'ai pas les détails de ce truc-là. Je suppose qu'il donnait les lettres à des brigadistes qui allaient les poster un peu plus loin pour pas qu'on... Ouais, mais même quand quand tu les postes, tu postes une lettre au pape. Enfin... Après, il y a un service de poste au Vatican, tu vois. Je pense que y a un mec qui est payé, enfin un moine quelconque qui doit être payé pour ouvrir les lettres. Quand il voit signer... Quand il voit signer Aldo Moro, il doit se dire, peut-être faire remonter ça un petit peu plus haut quand même. Ouais. Bon, en tout cas, il envoie plein de trucs pour négocier, mais le gouvernement et la police refusent de négocier avec les terroristes, parce que... On négocie pas avec les terroristes. Voilà. C'est un principe. C'est un principe, en tout cas pas ouvertement. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Ne négociez pas avec les terroristes. Enfin bon, sauf s'ils demandent une rançon pour un membre de votre famille, quoi, à la limite. Bon. Et le 9 mai, donc 55 jours plus tard, Mario Moretti va tirer 11 balles dans la poitrine de Aldo Moro, qui va décéder. Parce que... Ça peut être un Premier ministre. Oui, il n'est pas blindé non plus. Alors j'ai lu qu'il avait commencé par tirer avec un Walter PPK. PKK, enfin bon, un pistolet, qui s'est enrayé et qu'ensuite il a pris un Uzi. Alors de chez Beretta, ça s'appelle pas Uzi, mais enfin bref. Un pistolet mitrailleur, italien, quoi. Hein, on reste italien, quoi. Ah bah oui, quand même. En l'occurrence, on construit des belles armes donc, en Italie, donc tant qu'à faire. Donc 11 balles, c'est un peu beaucoup, donc il meurt. Et le corps est abandonné dans une voiture, une Renault 5, pour être précis, rouge,
en plein centre de Rome, pas très loin des sièges de la démocratie chrétienne et du Parti communiste italien. Ça choque un petit peu l'opinion publique. Hein. Chochotte. Oui, bon, l'enlèvement a eu lieu. Ils sont pas cons les mecs, hein, tu vois, les Brigades Rouges, ils réfléchissent un peu au truc. Le jour de l'enlèvement, il devait y avoir le vote de confiance au gouvernement de coalition avec des membres du Parti communiste. Comme l'enlèvement a eu lieu avant, au Parlement, on a dit, oula, attends, on va pas voter aujourd'hui, ça se fait pas trop, quoi. Donc on a attendu un petit peu. Il y aurait eu une négociation pendant qu'Aldo Moro était kidnappé. Négociations pendant lesquelles on a gentiment viré les communistes de cette histoire. Et donc, quand on le retrouve lardé de 11 balles dans le corps, dans le coffre d'une voiture 55 jours plus tard, le compromis historique est définitivement enterré. Hein. Oui, j'imagine. Voilà. Et les Brigades Rouges vont en prendre un peu pour leur grade, quoi. Là, on va commencer vraiment à dire les gars. Maintenant, ils tuent des gens importants. Ouais, vous êtes allés un petit peu loin. Bon, après le refus de négocier, parce que les Brigades Rouges vont se répondre en disant vous aviez qu'à négocier, hein, c'est votre faute, finalement. Oui. Le refus de la négociation va s'expliquer en fait aussi par le fait que le pape, par exemple, est très anticommuniste et donc n'a aucune envie. Il n'a pas reçu la lettre. Si, il l'a reçu et il a dit non. Moi, les communistes au pouvoir, c'est non. Désolé Aldo Moro, mais tant pis. Et que les Américains ont dit pareil, comme le pape. Hein. Ils sont pas plus proches des communistes. Non, les Américains dans les années 70. Non, c'est bizarre, hein. Non, mais visiblement, apparemment, les Américains et surtout la CIA a vraiment peur que le Parti communiste italien prenne le pouvoir. Parce que 34%, c'est plus qu'en France. Hein. Genre, Oui, mais c'est le Parti communiste italien, c'est le plus gros parti communiste occidental. Enfin, de l'Europe occidentale. Il y a plusieurs millions d'adhérents et tout. Genre, c'est violent, quoi. Enfin, c'est violent. C'est important, quoi. Si j'en crois, mais les documentaires que j'ai vus là avec le curé et le maire communiste. Voilà, c'est une force sur laquelle il faut compter. Genre, je l'ai pas noté, mais pendant que je faisais les recherches, j'arrêtais pas de penser à Don Camillo. Parce que quand j'étais gosse, ça me faisait hurler de rire, ce truc-là. Je pense que ça a mal vieilli. Peut-être. Je sais pas, on va pouvoir regarder. Dites-nous. Ce que vous pensez de Don Camillo. Faudrait demander à 2 heures de perdu de faire un... Ouais, peut-être. C'est une saga, hein, parce qu'il y en a 4 ou 5. Hein. Ah oui, ça, j'imagine. Je me demande même si c'est pas un Cinematic Universe, parce que je crois qu'il y a des spin-offs avec juste le maire. Juste Pépone. Ouais, je crois. Bon, toujours est-il, le compromis historique tombe à l'eau. Les Brigades Rouges, chez les milieux très populaires et gauchistes, on dit oui, c'est un peu abusé, mais ça va. Mais dans toute la classe moyenne et tout, on commence à avoir un peu moins de soutien. En 79, ils vont tuer un leader syndical, membre du PCI. Oui, là, ça commence à... Ouais, là, ça commence à être un petit peu genre, dis donc les gars, là, vous êtes sûr que vous attaquez pas aux mauvaises personnes? Et en 81, ils vont tuer le frère d'un brigadiste repenti qui donc collaborait avec la police. Et puis là, on commence à dire, dis donc, entre vous les mafieux... Oui, ça commence à plus avoir de grande différence. Voilà, hein, donc c'est pas très très cool tout ça. Donc là, les Brigades Rouges sont quand même vachement isolées dans l'opinion publique. Donc là, on est fin des années 70, début 80. Donc, dans la grande tradition des groupes d'extrême gauche, on va y avoir une scission. Exactement. Entre les Brigades Rouges, parti guérilla du prolétariat métropolitain, qui va s'appuyer sur les exclus et marginaux dans les villes, et les Brigades Rouges pour la construction du Parti communiste combattant, qui, lui, va garder une tendance un petit peu plus guévariste, c'est-à-dire on fait la révolution, quoi. On fait la guérilla, on tue des gens, et puis un jour, ça marchera. Alors, ils vont... Comme l'a prouvé Che Guevara. Oui, Che Guevara. Et quelques années plus tard, en 85, les BR-PCC, donc pour la construction du Parti communiste combattant, vont à nouveau se diviser pour créer les Brigades Rouges Union des communistes combattants qui, eux, sont plus... vont revenir au léninisme. C'est-à-dire que la lutte armée est cette fois-ci une méthode décisive, mais pas une fin en soi. Ce qui est mieux, je veux dire, en termes de message d'espoir, c'est mieux. Oui, peut-être. Alors, c'est minoritaire, quand même, les Brigades Rouges UCC par rapport aux PCC, qui sont les plus gros. Et alors, les autres, les PGPM, c'est vraiment petit. Mais bon, tous ces groupes, un petit peu indépendamment, vont continuer à faire des actions.
Les Et PC... ils se détestent entre eux plus qu'ils détestent les autres ou... Non, ils vont s'aider quand même un petit peu par moment et tout. Parce que c'est quand même un peu galère là, hein. Ils ont quand même la police aux trousses, beaucoup. Ils sont quand même en full clandestinité là. Il y en a plein qui sont partis en France. Ils ont réussi à faire des alliances à ce moment-là avec l'OLP d'Arafat et avec la fraction Armée Rouge en Allemagne de l'Ouest, qui eux aussi sont au moment un petit peu bon, on bute plein de gens et entre nous et un groupe de gangsters, il n'y a pas une grande différence. Et en France, c'est un peu plus tard. Il y a Action Directe qui est fin des années 70, début 80, avec qui ils auront un peu des liens, notamment parce qu'en fait, il y a plein de brigadistes qui vont partir en France, on le verra après, grâce à la doctrine Mitterrand. Bon, enfin bon, voilà, ils ne peuvent pas se permettre de se tirer dans les jambes entre eux. Ils préfèrent tirer dans les jambes d'autres mecs. Les jambes bisées d'autres mecs. Mais donc, ils vont, plus ou moins indépendamment, continuer à faire des trucs. Hein. Les PCC, ils vont quand même kidnapper le général américain James Dozier, qui est à l'état-major de l'OTAN pour l'Europe méditerranéenne. Quand même un mec qui pèse un peu. Qui va être libéré par la police après 42 jours de détention. Et ensuite, en 84, ils vont exécuter le général Hunt, commandant en chef des troupes de l'ONU dans le Sinaï. Alors, peut-être un rapport avec l'OLP et tout ça. En 87, c'est les UCC qui vont exécuter un général italien. Puis bon, alors là, je te mets les généraux parce que je trouve que ça prouve un petit peu qu'ils s'attaquent à des mecs un petit peu haut gradés, quoi. Mais entre-temps, ils vont aussi kidnapper et parfois exécuter des sénateurs, des députés, des juges, des procureurs. Bon, voilà, on continue. Je ne vais pas détailler non plus le truc parce qu'ils en ont pris beaucoup. Hein. Et puis en 88, ça va commencer à s'essouffler un petit peu, notamment parce que la police va arrêter la majeure partie de ces gens-là ou exécuter pendant des arrestations. Alors grâce aux lois réales et puis grâce aux histoires de repentis et tout comme avec la mafia en fait. Quand il y a un mec qui collabore, il lui dit ok t'inquiète, on te protège, on te paye de la chirurgie esthétique, mec, pour pas qu'on puisse te retrouver, etc. Dans les années 90, on va quand même avoir les noyaux communistes combattants qui se réclament des brigades rouges. Noyau communiste combattant pour la construction du parti communiste combattant. Il faut le dire en entier parce que voilà. Donc ils se réclament des brigades rouges PCC, hein. Forcément pas des autres. Bah non, enfin les autres c'est des vendus. Voilà, qui vont mener quelques attaques contre des cibles de l'OTAN. Ils vont attaquer une école d'officiers, un général aussi, je crois. Enfin bon, mais c'est anecdotique presque. En 94, le PCI, Démocratie chrétienne et le mouvement social italien vont être dissous tous les trois après l'opération Main propre organisée par la justice italienne, notamment parce qu'en fait, ils sont tous corrompus jusqu'à l'os et que là, ça tient plus. Alors, il semblerait que le mouvement social italien, ça l'a dit moins que les autres. Pour une fois que ce pas les fascistes qui sont les plus corrompus, on peut leur laisser ça. Après, ils ont peut-être moins d'opportunités aussi. Moi, je dirais surtout qu'ils en ont moins besoin. Parce qu'ils ont des soutiens qui sont déjà riches. Ah, moi, j'aurais tendance à dire qu'ils sont jamais vraiment au pouvoir et que donc... oui, mais le PCI non plus, parce qu'il sera jamais au pouvoir. Oui, remarque, oui. Enfin si, le PCI aura beaucoup de villes et tout. Alors que le mouvement social italien n'aura pas beaucoup de villes, alors qu'après 94, ils vont changer de nom. Hein. Oui. Ça va s'appeler Alliance Nationale, je crois, un truc comme ça. Non, la Ligue du Nord, ça n'a rien à voir. Non, la Ligue du Nord, c'est plus tard, mais bon, c'est lié, oui. Mais là, le parti va s'appeler Alliance Nationale, je crois. Qui va gagner des élections municipales, notamment parce que le mode de scrutin va changer un petit peu. Bon, en tout cas, c'est la fin des années de plomb, qui avait déjà un petit peu du plomb dans l'aile depuis la fin des années 80. En fait, on fait arrêter les années de plomb en 87. Oui. Plus ou moins, parce qu'après, il y a quelques attaques encore, mais c'est sporadique. Moi, je trouve que 94, la dissolution de la démocratie chrétienne et du PCI et du mouvement social italien, ça marque un peu plus la fin de tout ça, quoi. Et l'arrivée de Berlusconi ? Oui, du coup. Du coup. On va en parler. Bon, au total, les années de plomb, elles auront fait entre 350 et 500 morts, selon comment on compte, entre 69 et 87. À peu près à égalité entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Ah, finalement, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Enfin, 500 morts, ok. C'est déjà 500 de trop, mais... C'est 500 de trop, bien sûr. Mais c'est une journée de Covid, quoi. Je veux dire. C'est pas faux. Ou un avion. Un avion qui tombe, c'est à peu près 2. Bon, des milliers de blessés, hein, quand même. Oui. Beaucoup plus de blessés que de morts. Ouais, et puis j'imagine psychologiquement dans la population, ça doit marquer. Enfin, quand t'as peur tous les jours. Un petit peu. Alors justement, à plus ou moins égalité entre l'extrême gauche et l'extrême droite, à ceci près que l'extrême droite, comme on l'a vu, c'est des attentats à la bombe dans des lieux publics, donc c'est de la violence aveugle.
quoi. Oui. Tout le monde peut se faire tuer par l'extrême droite, notamment l'attentat à la bombe de la gare de Bologne le 2 août 1981, qui va faire 85 morts quand même. Oui. Et 200 blessés. Pas tout à fait les mêmes méthodes. Hein. Après, bon, je vous laisse, moi... Est-ce que les divers policiers, patrons, cadres supérieurs, juges, hommes politiques exécutés par les brigades rouges ou gens visés méritaient leur sort? Je pense, honnêtement, non, mais Ouais, après, c'est une question idéologique. La violence est-elle nécessaire pour faire la révolution? Certains révolutionnaires qui te diront que oui. Bon, c'était peut-être aller un peu trop loin, mais en tout cas, c'était des victimes ciblées, quoi. C'était pas n'importe qui. oui, enfin, il y avait un raisonnement derrière. Voilà. Mais le Pékin lambda ne risquait pas grand-chose des Enfin, brigades rouges. les 5 gardes du corps, bon, Bah, ils étaient flics quand même. oui. On n'ira pas jusqu'à dire que tous les flics sont des bâtards, mais il y en a. Bref. Bah, et malgré tout, malgré la différence de méthode et bon, le bilan qui est plus ou moins comparable, les poursuites judiciaires ont surtout frappé les militants d'extrême gauche. Hein, il y en a quand même des milliers qui vont en prison. Et comme je l'ai dit, grâce aux lois un petit peu spéciales de t'as dîné une fois avec Oui. un brigadiste, donc tu dois être terroriste, hop, on te fout en prison. Tes copains de pesto. Voilà. Vos femmes vont au même cours de poterie, donc voilà. La justice a quand même ratissé large hein, dans les mouvements d'extrême gauche. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se sont exilés, notamment en France, où donc, je le disais, la doctrine Mitterrand les a protégés, puisque donc c'est Mitterrand lui-même hein, qui a dit on n'extradera pas les militants gauchistes italiens, sauf ceux qui sont accusés de crimes de sang, ceux qui sont accusés de meurtre, bon, quand même. Mais on les extrade pas parce que, pour Mitterrand, les lois d'exception, dont je viens de parler, et le fait qu'ils sont jugés par contumace, pour beaucoup, bah en fait, entache l'état de droit et ne leur permet pas d'avoir un procès équitable à tous ces gens-là. Donc, pendant très longtemps, la France n'a pas extradé les anciens brigadistes italiens. Ce qui est quand même courageux. Enfin, Ce qui est plutôt courageux. de dire à ton voisin qui est un allié important dans l'Europe, vous n'avez pas un état de droit. Oui, ouais, enfin, pas pour ce cas particulier, en tout cas, non. Oui. La doctrine Mitterrand a été respectée par les présidents successifs après Mitterrand jusqu'à cette année, où Macron, en bon homme de gauche... Ça n'avait pas commencé avec sous Hollande? Alors, sous Hollande, Battisti a Oui. été inquiété, mais finalement, ils ne l'ont pas extradé. Ils ne l'ont pas arrêté, même. Macron, parce qu'il il s'est barré en Amérique du Sud, Macron, lui, a fait arrêter d'anciens militants brigadistes, alors qu'ils ne se sont pas encore extradés, mais parce que c'était il y a quelques mois, là. Oui. Mais il les a arrêtés. En disant, mais si, bien sûr, je respecte la doctrine Mitterrand, j'arrête des gens Bah après, en même temps. Voilà, je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. ouais, on va voir ce qui leur arrive. Est-ce qu'ils seront extradés? Bon, en même temps, c'est 40 ans plus tard. Oui. Même s'ils sont extradés, il y a en Italie un moult procès, commissions parlementaires et tout pour expliquer les années de plomb, etc. Je pense qu'il y a un peu de l'eau qui est passée sous les ponts quand même. Je sais pas, quand tu vois les nazis qui s'enfuient en chaise roulante en Allemagne. Ah oui, c'est vrai. C'était quand ça? Il y a 2-3 jours? Oui, c'est ça. Ouais. Bon, on a fait beaucoup d'hypothèses sur le soutien supposé des Brigades Rouges par le KGB, la Stasi, l'OLP, donc la fraction Armée Rouge. La fraction Armée Rouge, pour le coup, c'est un peu vrai. Et l'OLP. Le KGB et la Stasi, on n'est pas bien sûr. Bon, entre eux, ils sont un peu accusés d'être des agents doubles. Bon, j'imagine qu'il y a quand même eu un peu d'aide Oui, sûrement. par-ci par-là. Sûrement. Ils se sont aussi accusés, notamment Mario Moretti a été accusé un certain nombre de fois par d'anciens brigadistes d'être en sous-main un agent de la CIA pour la stratégie de la tension. Bon, peut-être, lui il ne le dira jamais. En revanche, ce qui est plus ou moins avéré, c'est que les terroristes d'extrême droite, eux, ont bien reçu le soutien des services secrets italiens Et américains. et américains. Alors, italiens à travers la loge P2, Propaganda Due, qui est une loge maçonnique, alors qui sera vite exclue du Grand Orient, mais qui à l'origine est une loge maçonnique fondée par un financier fasciste, hein, pareil, un membre du parti mais fasciste. Je pense que ça tout. mériterait presque d'avoir un épisode. Ça pourrait mériter un épisode, ouais. Sur la loge P2. Ouais. Donc, qui rassemble quand même des banquiers, des hommes d'affaires, des hommes politiques, des journalistes, tous les gens qui ont un peu de pouvoir et qui trouvent que le fascisme, finalement, c'est pas si grave. Oui, que... c'est une mauvaise image. C'est une mauvaise image. En tout cas, ces gens-là... Je veux dire, les notaires aussi, et il en faut, quoi. Voilà.
Donc ces gens-là ont activement aidé les réseaux d'extrême droite et les terroristes d'extrême droite. Et donc, comme tu le disais, la CIA et l'OTAN ont aussi aidé les terroristes d'extrême droite, notamment à travers le réseau Gladio, qui est une organisation clandestine de Stay Behind, à la base qui a été créée au cas où il y a une invasion soviétique pour... Ouais, c'était directement à la fin de la guerre. C'est à la fin de la guerre quand ils ont dit bon bah on s'en va, mais il faut qu'on... Mais c'est pour ça qu'il s'appelle Stay Behind, c'est que c'est des agents qui étaient là pour la guerre qu'on a laissés en disant bah, vous vous intégrez, puis vous oubliez pas qu'au cas où il y ait des cocos qui prennent le pouvoir. Et à la base, c'est pour exfiltrer des personnalités. Churchill, notamment, a participé, parce qu'il y en a dans tous les pays d'Europe, à des exercices, des trucs Stay Behind. Bon, en Italie, c'est un peu dérivé vers... voilà, on aide l'extrême droite à faire la stratégie de la tension. Toujours est-il, l'historiographie des années de plomb se souvient plus de l'épouvantail des Brigades Rouges que du spectre de l'Ordre Nouveau, parce que ça s'appelle l'Ordre Nouveau, le principal groupe d'extrême droite, néofasciste. Serait-ce parce que le pouvoir craint plus les gauchistes que les fascistes ? Je ne sais pas. Toujours est-il, toute ressemblance avec la situation politique actuelle en France est encore une fois pleine d'enseignements, je pense. Oui, les contextes sont un peu différents. Je pense qu'il y a je sais pas si en France il y a un vrai danger gauchiste. Je pense pas. En tout cas, les Black Blocs et les Antifa en sont pas. Ils crament des voitures, certes. Oui. D'ouvriers qui ont peut-être économisé toute leur vie pour s'acheter une Porsche et la garer près de l'Arc de Triomphe. Ils s'en prennent à des forces de police. Oui, pour l'instant, sans armes à feu. Non, mais bon, en fait, il y a eu une évolution, tu vois, des Brigades Rouges. Il y a eu clairement une radicalisation au fur et à mesure. Non, quand je dis qu'il y a ressemblance, c'est que, effectivement, on parle beaucoup de la menace des antifas et des woke, etc. Et génération identitaire, il aura fallu qu'il fasse quand même beaucoup de trucs avant qu'il soit dissolu du bout des lèvres par l'infâme ministre de l'Intérieur que nous avons. Exactement. Moi, on va revenir sur des choses plus joyeuses. Oui. Oui, tu vas nous donner la banane. Exactement. Parce que je voulais rebondir sur ton dernier sujet, sur Joséphine Baker. Tout à fait. Qui a porté donc une jupe de banane. Alors de fausse banane. De fausse banane. Bon, c'était peut-être... Parce que une vraie banane, c'est quand même un peu risqué. Bon, c'était peut-être un peu pour jouer sur des clichés racistes, mais comme tu nous l'as expliqué, c'est elle qui a décidé. Oui, plus ou moins. Bon, elle avait 20 ans, mais bon, c'est elle qui l'a décidé. Et en y regardant d'un peu plus près, on peut comprendre pourquoi le fruit est si emblématique et pourquoi elle a choisi ce fruit. Parce que, je cite, la banane apporte du tonus et de l'énergie tout en étant très pauvre en lipides. Grâce aux glucides complexes qu'elle contient, elle a un effet rassasiant qui contribue à éviter les fringales sans pour autant avoir plus de calories qu'un autre fruit. Elle contient également des nutriments essentiels, de nombreux minéraux et vitamines A, B et C, ainsi que des antioxydants. Enfin, elle a un pouvoir hydratant intéressant puisqu'elle apporte l'équivalent d'un petit verre d'eau. Partenaire de choix. Pour tous ceux qui veulent rester en forme, la banane constitue un véritable concentré de bienfaits. Elle contribue au maintien d'une pression sanguine, d'une ossature, d'une fonction musculaire, d'un bon système nerveux et d'un métabolisme énergétique normaux. Elle participe aussi à un bon influx nerveux et protège contre le vieillissement cellulaire. La banane est aussi recommandée pour les problèmes digestifs et liés à l'estomac. En effet, grâce à une teneur notable en fibres, la banane va aider la digestion et va réguler les problèmes de constipation. Ça donne la chiasse donc. Sans oublier qu'elle est pratique et gourmande, bien sûr. Alors c'est vrai que c'est pratique. C'est pas moi qui le dis, j'ai trouvé ça sur un site internet qui a l'air assez neutre, qui s'appelle banane.info. Oui, je pense que c'est neutre. Ça a dû être créé par un fan de banane. C'est ça. Japonais peut-être. Je pense exactement. c'est exactement ce que j'avais écrit. C'est pas notre ami Hiro Onoda qui va nous démentir. Et c'est pas une surprise si on sait qu'un Français moyen mange un peu plus de 10 kilos de bananes par an. Ah ouais, quand même. Ouais, alors c'est pas moi. Moi, j'en mangeais beaucoup avant de monter sur scène. C'est pas mal, sauf qu'alors, bon, ça file un peu mal au bide. Mais c'est vrai que ça donne de l'énergie. Alors, dans la grande tradition de notre histoire et de notre historiographie, la découverte de la banane est due à Alexandre le Grand, qui en mange en 327 avant tu sais qui. Bon, oui.
Dans la grande tradition, parce qu'il la mange pas en la trouvant... Oui, c'est pas le premier homme qui a trouvé une Bah, banane et qui s'est dit « Ouh, qu'est-ce ?» Ah bah non, la découverte de la banane, c'est quand les Européens mangent de la banane. Oui, bien sûr. Voyons. Parce que pour les locaux, c'est un peu plus vieux. Et c'est où, du coup? Donc lui, il mange ça en Inde. Mhm. Et la domestication de la banane, apparemment, d'après les archéologues, elle vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mhm. Et elle date d'il y a un peu plus de 6500 ans. Au néolithique. Exactement. Yes. On est au néolithique. Et ce qui en fait voire... Alors, j'ai vu ça plusieurs fois, mais j'ai pas réussi à bien le vérifier. Mais apparemment, c'est le plus vieux fruit à être cultivé par l'homme. Ouais, c'est possible. En même temps, c'est quand même hyper pratique, la banane. Ça vient avec son emballage et tout. T'as une poignée pour la Ah bah non, tenir. maintenant, il faut quand même mettre du plastique autour de... Oui, certes. Non, mais c'est plus pratique que... Enfin, tu vois, le melon a aussi son emballage, mais il n'a pas de poignée, par exemple. Il faut un couteau pour le couper. La banane, t'as pas besoin. Bon, c'est pas vraiment... il y a 6500 ans, c'est pas vraiment la banane comme on la connaît maintenant. Les fruits, à l'époque, c'est environ 8 cm. Mhm. Et en fait, on se dit que ça a plutôt été cultivé pour son tronc, qui permet de faire des cordages et des vêtements, ou ses feuilles qui donnent des plats, des assiettes, Oui. ou des abris. On a tous regardé Koh-Lanta. Enfin, tronc, pseudo-tronc, puisque le bananier n'est pas un arbre, c'est une herbe. Ouais. Voilà, donc ce n'est pas un tronc, c'est un pseudo-tronc. Ok, bon. Bah, après, peut-être qu'ils l'ont cultivé pour tout en même temps, en fait. Oui, j'imagine que les fruits, c'était un bonus, mais a priori, de façon utilitaire, les restes d'utilisation de la banane, c'est quand même peut-être plus utile. Bon, c'est pas parce que Alexandre a pu y goûter que le banana split est devenu instantanément un plat typique de l'Europe antique, ni même médiéval. La banane, elle va plutôt atteindre d'abord Madagascar et l'Afrique en venant donc de Nouvelle-Guinée et d'Inde. L'Afrique, c'est vers le 7e siècle. Et là, elle va se répandre, en fait, en Afrique. Et il faudra attendre les grandes périodes de colonisation, en fait, pour que la banane pointe son petit bout jaune en Europe. Parce que ça pousse pas en Europe. Ça pousse pas en Europe. Ouais. Alors, ça dépend ce que tu appelles l'Europe, mais... Puisque ça pousse aux Antilles. Oui. Non, mais je veux dire, voilà, il faut un climat tropical, quoi. Exactement. Il faut un climat tropical et du coup, elle sera exportée dans les Antilles au début du 19e siècle, là où tout commence vraiment pour la banane. En 1820, les soldats français vont ramener en Martinique une espèce guinéenne qui s'appelle le Gros Michel. C'est le nom de la banane? C'est le nom de la variété. Big Mike en anglais. Ok, mais cool. c'est le Gros Michel. Parce que ses fruits sont plus gros que celles des autres variétés. Et que Michel était particulièrement bien membré. Sûrement. Et qui va devenir en fait la variété de banane hégémonique pendant très longtemps. Ok. Bien sûr, bon, les États-Unis vont aussi se lancer dans ce fruit et c'est eux en fait qui vont démocratiser la banane jusqu'à en faire aujourd'hui le 4e aliment derrière le riz, le blé et le maïs. Aux États-Unis? Dans le monde. Sérieux? Ouais. Ah. Pour l'alimentation humaine. Attends, le riz, le blé et le maïs, plus que la patate? Oui. Ah, incroyable. Je pense qu'en Afrique, en Asie, il n'y a pas forcément beaucoup de patates. C'est pas faux. Oui, mais je sais pas, moi, enfin, des frites, on en bouffe beaucoup quand même. Nous, oui. Oui. Et du coup, l'histoire de la banane aux États-Unis, elle va se faire en fait simultanément au nord et au sud. Au nord, ça se passe à Boston en 1870. On a un capitaine qui s'appelle Lorenzo Baker qui va aller acheter 160 régimes de bananes en Jamaïque pour les revendre aux États-Unis. Au passage, il multiplie le prix par 20. Il faut faire le voyage. Et il se dit, c'est cool, en fait. Il va s'associer avec un entrepreneur local qui s'appelle Andrew Preston et ils vont fonder la Boston Fruit Company. Donc c'est eux les premiers qui vont ramener des bananes dans le nord du pays où ça reste encore un fruit un peu cher puisqu'on est à quelques dollars à 2 $, je crois, le régime de banane. Ah ouais, oui quand même. Donc pour l'époque, ça doit faire 4-5 millions, j'imagine, aujourd'hui, avec l'inflation. Mais ça reste un fruit un peu de luxe. Et leur boîte, ils l'appellent Boston Fruit Company alors qu'ils importent que des bananes ou ils importent d'autres fruits? Ils importent, je crois, au départ que des bananes. Et comment ils font pour la conserver? En fait, le trajet est pas si long que ça entre Boston et la Jamaïque. Ah ouais, ça doit être une semaine quoi.
Ouais. Donc, bon, grosso merdo, ils y arrivent, mais après, on va voir que la banane va beaucoup contribuer à l'histoire du transport maritime. Ok, vas-y. Au sud, la porte d'entrée de la banane, c'est la Nouvelle-Orléans. Mhm. L'histoire de la banane, donc dans le sud, elle va commencer véritablement quand on a un jeune de 22 ans qui s'appelle Minor Cooper Kiss, qui va suivre son oncle au Costa Rica pour y bâtir le chemin de fer. Ok. Donc le but, c'est de relier la capitale du Costa Rica, San José, au port qui donne sur la mer des Caraïbes, Limón, Ok. pour que la capitale ait un accès pratique à la mer. Et c'est pas une mince affaire, cette histoire, parce qu'il va falloir affronter des régions montagneuses, défricher une jungle hyper dense, Voilà. affronter des pluies torrentielles et un climat un peu dégueulasse. Oui, on l'avait vu au Congo. Exactement. Construire des chemins de fer, c'est pas on a déjà parlé un peu de comment ça se passe. Bien sûr, on rajoute la fièvre jaune, la dysenterie. Bon. Il n'y a pas encore de vaccin en plus contre la fièvre jaune. Donc... Ouais, c'est ça. Et donc, Kiss va bien sûr être un peu triste pour les 4000 hommes qui meurent, y compris son oncle et 3 de ses frères. Ah ouais. Mais bon, du coup, ça fait de lui chef de projet. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais alors, les hommes qui construisent, c'est quoi? C'est des indigènes, des esclaves, des ouvriers bien payés? Non, c'est pas des ouvriers bien payés. On est après, là, on est en 1870 et quelques. Oui, l'esclavage est interdit. L'esclavage est interdit, mais après, au Costa Rica, je pense qu'il y a des indigènes très peu payés. Quoi. Ouais. Mais tu vois, 4000 hommes qui meurent, on parlait tout à l'heure de 350 à 500. Ça donne une idée. Le problème, c'est qu'en 1882, le gouvernement du Costa Rica ne peut plus payer. Voilà, on est au milieu de travaux. Le Costa Rica ne peut plus payer. Et Minor Kiss va, lui, être obligé d'aller solliciter les banques pour pouvoir continuer son projet de chemin de fer. Et il en profite au passage pour renégocier la dette du Costa Rica. Bon, autant qu'on y est, je veux dire. Bon, les gars, vous savez pas gérer, laissez-moi faire, parce que voilà. Non, je pense que c'est bon, tant qu'on est à faire après pour le chemin de fer. Mes potes, vous voulez pas un peu bon. Vous nous faites un peu de gros comme ça? Ouais, c'est ça. La dette du Costa Rica va passer le taux de la dette du Costa Rica va passer de 7 à 2,5%. Ouais, négocie bien, Kiss. Ouais, autant te dire que le président de l'époque, il est content. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Il est plutôt content, et en échange, il va donner à Kiss le droit d'exploitation de la ligne de chemin de fer pour 99 ans. C'est une bonne idée. Et un petit bonus de 325 000 hectares de terre qui longe la ligne. C'est normal, il faut pouvoir l'entretenir. Ouais, c'est ça. Et on l'exempte d'impôts. Oui, bon. En même temps, grâce à lui, on ne paye pas d'intérêt sur la dette. Enfin, moins d'intérêt sur la dette. Voilà. Donc... Et puis, on a une ligne de chemin de fer dans le pays. Bon, qui lui appartient. Mais bref. On va quand même arriver, bon an mal an, comme disent les jeunes, à finir cette satanée ligne en 1890. Ah, donc ça aura pris 20 piges? Ça aura pris 20 ans, ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a un petit hic dans le business model de départ. En fait, il y a juste pas assez de voyageurs pour que la ligne soit rentable. Parce que le Costa Rica, bon. Ouais, c'est ça. Pas grand monde qui y va, quoi. Ouais, et qui fait le trajet entre la capitale et la côte. La solution que va trouver Kiss à ce problème de business model, ça va être la banane. Parce que dès 1873, en fait, Kiss, il a planté des bananiers le long de la voie de chemin de fer, au départ, pour avoir une source de nourriture pour les ouvriers qui sont là. C'est un patron prévoyant. La banane, ça marche pas très bien pour se reproduire. C'est-à-dire que les graines de bananier sont très très peu efficaces. Ce qui fait qu'en gros, la banane, on fait des boutures. C'est pour ça que ça fait des régimes, je suppose. Du coup, tu as plein de fruits, donc même s'il n'y en a pas beaucoup qui marchent... Ouais, mais en vrai, on laisse pas la banane se disséminer par elle-même. On fait des boutures, et en fait, tous les bananiers sont en fait des clones... Du gros Michel? Du gros Michel. Ok. Ce qui pourra poser des problèmes, on en reparlera à un moment. Il a 325 000 hectares sur lesquels foutre des bananiers. Ce qui est pas mal. Une ligne de chemin de fer qui permet de les ramener jusqu'au port. Là, au port, il peut les emmener jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Et finalement, ça marche bien. Il va créer la Tropical Trading and Transport Company,
Et le succès est hyper rapide. Bah, le fait est que sur le papier, là, comme ça a l'air d'être un plutôt bon business model, quoi. Bah oui, il contrôle. Surtout s'ils payent pas d'impôts dans un des deux pays. Exactement. Le succès est si rapide qu'il va pouvoir en fait répliquer cette façon de faire avec des plantations construites autour d'un chemin de fer qu'il va aller lui-même construire, qui arrive des terres jusqu'au port. Il va faire ça au Panama et en Colombie. D'autres pays où le gouvernement est sûrement bien content Voilà. d'avoir du chemin de fer. Exactement. Et donc, la banane va arriver en masse aux États-Unis. Donc, au tournant du siècle, on a deux compagnies qui dominent le marché. On a celle de Preston qui opère dans les Antilles et dans le nord du pays, à Boston et toute la Nouvelle-Angleterre. Et au sud, on a Keys qui, lui, est en Amérique centrale et qui vend dans le sud des États-Unis. Mmh. Bon, les choses sont assez bien séparées. On ne se marche pas sur les pieds, ni pour la production, ni pour la vente. Le problème, c'est que Keys va avoir un petit problème d'argent et il va perdre 1,5 million dans la faillite d'une banque dans laquelle il avait mis son argent. 1,5 million en 1899. Ouais, c'est un peu d'argent. Ouais. Et du coup, il est un peu pris à la gorge. Et en 1899, les deux sociétés vont fusionner. La Boston et la Tropical Trading Company vont fusionner pour devenir la United Fruit Company. Avec Preston en président, Keys en vice-président. Et la nouvelle société va contrôler environ 75% du marché américain de la banane. Oui, qu'est-ce qui peut mal se passer? Parce que entre-temps, on en reparlera, mais t'as d'autres mecs qui se disent « Hey, ça rend pas con ce truc-là, on va aller voir les autres pays. » Oui, les autres pays qui produisent des bananes. Exactement. Il n'y en a aucun qui les ramène d'Afrique. Pas qui produisent des bananes. Enfin, pour le coup, ils s'en foutent qu'ils produisent des bananes. C'est les autres pays où on peut aller faire, on peut faire le même business model. Au départ, le Costa Rica, il n'y a pas de bananes. Oui, c'est complètement importé. Et, on vire les productions locales pour faire pousser de la banane. Ouais. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on voit que la production et le transport s'industrialisent. Et le fruit qui était avant une denrée rare et exotique, les prix vont s'effondrer. Ouais. Avec les ils vont volumes. le marché, plus ou moins. Ça va devenir un fruit commun qui est accessible à tout le monde grâce en fait à la technologie moderne de l'époque qui va se mettre au service de la production et de la distribution. Et la United Fruit va devenir en fait un spécialiste plutôt de la logistique que de l'agronomie. Mmh. Si tu veux, ils vont construire des infrastructures ferroviaires, des ports, ils vont construire de la radio, des moyens de communication dans les pays où ils vont. Ça permet, par exemple, à la United Fruit de remporter l'appel d'offres pour gérer le système postal du Guatemala. Normal. Mais alors, t'envoies des lettres dans des pots de bananes. C'est très pratique. Non, mais Super en fait, écolo. les mecs, c'est Amazon, si tu veux. Oui, non, mais oui, je comprends bien. Ouais, c'est qu'ils ont plus de logistique en fait que le pays, quoi. Que le pays, gouvernement voilà. du pays. Ouais. Dans la même veine, si tu veux, en 1903, la United Fruit va être le premier à mettre en service un bateau réfrigéré. Ah ouais. Et qui dit création de mastodontes économiques, dit c'est là que le fun commence. Ouais. Parce que en inondant le marché de bananes, ils ont fait baisser les marges aussi. Ils ont fait baisser les marges, mais donc ils doivent en vendre de plus en plus, quoi. Ouais, mais au départ, c'est pas très difficile. Si tu veux, il n'y a pas beaucoup de fruits qui sont... Mais il n'y a pas de compétition, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc le fun va commencer avec le Guatemala et le Honduras. Alors, au Honduras, le début de l'aventure de la banane, c'est 1877. Mmh. Là, le pays, donc qui est un pays d'Amérique centrale, il va passer une loi agraire qui donne des avantages fiscaux aux multinationales qui viennent s'installer pour attirer des capitaux étrangers. Généralement, c'est le début d'une histoire bien. Ouais, on est un pays relativement pauvre par rapport à nos voisins. On essaye de récupérer de l'argent pour pouvoir se développer. Après tout, en soi, c'est pas une stratégie complètement ridicule. Ouais, si c'est bien régulé, pourquoi pas. Donc, attirer des capitaux étrangers, ça, ils y arrivent, à tel point que en 1904, c'est du Honduras que va parler un auteur qui va utiliser pour la première fois l'expression « république bananière ». Tant l'influence des cultivateurs de bananes est énorme. Mmh.
On voit, quoi. Enfin, les mecs, Oui, ils construisent des trains, ils gèrent le système postal, construisent la radio, ils font tout, quoi. Ouais, voilà. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, ils contrôlent un peu le pays, quoi. Ouais. Ça commence donc d'abord avec la concession de la première ligne de chemin de fer du pays, qui sera exploitée par les frères Vaccaro, donc des immigrés italiens, des immigrés siciliens même, qui fonderont plus tard la Standard Fruit Company. Mhm. Eux, ils sont installés dans le pays dès 1899 pour exporter aussi vers la Nouvelle-Orléans. Ah ouais, donc ils font vraiment la même chose que Kiss, quoi. Dans un autre pays. Dans un autre pays, Ouais. exactement. Le business de la Standard Fruit va être à un moment si important qu'en 1915, Joseph Vaccaro, donc un des frères Vaccaro, on va le surnommer le roi de la glace. Parce qu'il a racheté toutes les usines de glace de la Nouvelle-Orléans pour pouvoir réfrigérer ses bateaux. Normal. Et la Nouvelle-Orléans va aussi énormément se développer à ce moment-là parce que c'est le port d'entrée d'une grande partie des bananes pour le pays. Sur place, donc les frères Vaccaro, ils vont avoir un concurrent qui s'appelle Samuel Zemurey, qui est un immigrant russe qui s'est lui aussi installé en Louisiane. Et lui aussi, il va chercher à s'installer durablement au Honduras. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il y a déjà les frères Vaccaro qui sont en cheville avec le pouvoir. Du coup, lui, il va pas aller par quatre chemins. Le jour de Noël 1910, il va se réunir avec le général Bonilla, qui est l'ancien président du Honduras, qui est en exil. Son aide de camp, qui est un général américain qui s'appelle Christmas. Enfin, c'est un général américain, mais il a jamais été général de l'armée américaine. Ah oui, d'accord. Il est citoyen américain, mais il est général. Mais il était général au Honduras. Et c'est un mec qui avait une vie un peu bizarre. Je crois que sa vie a pris un tournant quand il a fait se rentrer dans 2 trains quand il était aiguilleur et qu'il dormait. Enfin bref. Un mec bien, quoi. Voilà. Zemurey, il va payer l'équipement de 100 mercenaires louisianais. Ils vont acheter un bateau militaire pour les transporter. Et ensemble, ils vont prendre les ports du nord du Honduras et forcer le président de l'époque, Davila, à s'enfuir. On fait un coup d'état, quoi. Voilà. Ok. Donc, tranquillement. Le pouvoir est maintenant dans les mains d'un allié. Les frères Vaccaro vont garder le monopole sur la première ligne de chemin de fer, mais on va en construire une deuxième. Vers un autre port, et puis bon, voilà, il y a de la place pour tout le monde, quoi. Exactement, pour la société de Zemurey qui s'appelle la Cuyamel Fruit Company et qui va donc exploiter la deuxième ligne. Les 2 sociétés vont un peu se tirer la bourre pour exploiter les terres le long des voies de chemin de fer. Elles sont aidées par le gouvernement local, mais là aussi, en fait, le gouvernement local, il est dépendant de ces sociétés parce que c'est elles qui l'aident à avoir des prêts du gouvernement américain. Oui, donc il les aide. Enfin, ils sont pieds et poings liés, quoi. Un petit peu, oui. Bon, en plus des facilités sur le plan fiscal, le gouvernement hondurien va pas se montrer trop regardant sur la légalité de l'appropriation des terres, ni vraiment sur les conditions de travail de la population. Oui, je suppose que les méthodes de management au fouet, bon, ça passe. En fait, on va se retrouver un peu comme dans le nord de la France, si tu veux, où les sociétés bananières, les sociétés de fruits, vont créer des sortes de micro-communautés. Il faut construire des corons dans la jungle. Mais c'est... Ouais, Enfin, ils n'ont pas la même tête, mais c'est ça. En fait, les bananiers vont prendre en charge toute la vie locale. Ouais. T'as les magasins de la société de bananes, les logements, l'église, tout est géré par... Ils n'ont pas leur monnaie comme en Afrique. Alors, En Afrique française, on avait vu qu'il y a les sociétés capitalistes françaises qui payent leurs ouvriers en monnaie de la société, quoi. Oui, et que tu peux échanger dans les... Enfin, que dans tu les magasins de la société. Si, là, ça marche comme ça aussi. Bien. La production au Honduras va passer de 2,7 millions de régimes exportés en 1913 à 29 millions en 1929. 10 fois plus, tranquille. Mais c'est finalement la crise de 29 qui va avoir raison de la Cuyamel Fruit Company de Zemurey que son propriétaire va vendre à la United Fruit. Ah, et pas à la Standard Fruit, il est quand même resté un petit peu voilà. Genre, non, jamais. Mais Zemurey va devenir aussi au passage président de la United Fruit. Ah oui, il a bien joué quand même. Alors, il deviendra plus tard, de 1933 à 1954. Et on verra qu'en 1954, il y a 2-3 petits trucs qui vont le pousser vers la sortie. Donc la United Fruit,
indirectement est responsable des coups d'État Oui, et tout ça au Honduras. Au Guatemala, les choses vont se passer un peu plus dans la concorde au départ. Hein, tout commence avec l'arrivée au pouvoir de Manuel Estrada Cabrera, suite à l'assassinat du président, pour qu'il était lui ministre de l'Intérieur. Et assassinat, il n'a rien à voir avec. Non, alors a priori, il n'a rien à voir là-dedans, mais l'histoire veut que... Enfin, il y a deux versions, mais une des versions veut que quand le cabinet des ministres s'est réuni pour savoir comment on fait, machin, lui a dit, bah écoutez, je suis venu avec des flingues. Donc, Ça va être moi le chef. si vous voulez pas qu'il y ait un autre assassinat aujourd'hui, voilà. Ok. Et c'était en fait un petit peu un inconnu à l'époque. Ouais, mais inconnu ministre de l'Intérieur quand même. Ouais, mais tu vois, dans un truc où t'as un président qui est hyper fort, donc, Ouais. où lui était un peu plus un fonctionnaire. Quoi. En 1898, il va gagner les élections. Alors, Il va gagner les élections légalement. légalement, mais apparemment un peu aidé par l'armée. C'est-à-dire qu'il a eu 102% des voix. non, mais disons que l'armée fait venir toute leur famille illettrée et tout ça des villages pour voter pour lui. Quoi. Bah, l'important c'est que tout le monde vote. C'est ça. Je veux dire, le plus grand crime c'est l'abstention. Il gagne les élections et il a une vision pour son pays. Mmh. Il veut aussi, en fait, le moderniser en faisant appel à des capitaux étrangers. Ok. Et c'est d'autant plus nécessaire que l'économie d'alors, du Guatemala, est beaucoup basée sur le café Mhm. et que le marché du café a pas trop la banane à l'époque. C'est parce que les alcooliques anonymes n'existent pas encore. Non, mais tu sais aussi, on est au tournant du siècle avec les trucs hygiénistes. Ah ouais, le café ça doit être mauvais pour tout un tas de raisons. Ouais. Alors, Manuel Estrada Cabrera, il est aussi connu pour avoir lancé un culte de Minerve. Minerve, la déesse grecque, donc. Ouais. Et- ouais. Oui. Ok. Qui était soutenu par l'État, donc il y a eu des temples de Minerve dans un peu... Pourquoi pas Ouais, voilà, et des festins de Minerve pour récompenser la jeunesse et le savoir. Enfin bref. C'est une belle icône féminine finalement. Oui. En 1904, il va donc demander à la United Fruit Company de venir l'aider pour construire la voie de chemin de fer qui relie Puerto Barrios, le principal port du pays, à Guatemala Ciudad, La capitale. la capitale. Minorquis, ça, il connaît. Pas de souci. Il a déjà fait, aucun problème pour lui. En échange, bon, on commence à connaître, hein, exemption d'impôts, des terres et le monopole des chemins de fer. Faire. Tout le monde est content et la United Fruit Company et Estrada vont devenir copains comme cochons. Tout se passe très bien. Lui commence à comprendre ce que c'est que le pouvoir et être président. Hein, il va commencer à faire emprisonner ou assassiner ses rivaux politiques. Mais, non, mais c'est le problème quand t'as le pouvoir avec tes présidents, c'est qu'il y a d'autres gens qui veulent ta place. Ouais, c'est ça. Donc il faut que. Mais on peut lui reconnaître un certain talent de businessman puisque il a un salaire d'environ $1000 par mois, Mhm. mais que très vite on va estimer sa fortune à 150 millions de dollars. Par des dons. On lui fait des cadeaux, c'est un type sympa. C'est des placements et des investissements. Voilà, c'est ça. Puisqu'une partie provient de la United Fruit. En retour, en plus des facilités fiscales et légales, il va même lui aller un peu plus loin. Hein. Notamment, tu as un certain nombre de travailleurs locaux qui vont décider de se mettre en grève Les cons. pour protester contre leurs conditions de travail. Et notre bon président va envoyer l'armée qui va rentrer de nuit dans les dortoirs et tirer. Ah oui. Voilà. Bien. D'accord. Combien de morts? Je sais plus, une quarantaine, je crois. Ah ouais, finalement pas tant que ça. Mais enfin. Dans un village, quoi. Ouais. Ok. Ça refroidit un peu tout le monde. Et là, il n'y a pas de brigade rouge pour. Pas encore. Ah, oui. quand même. bah, Ah, bah, il va y avoir des guerrillos, le mon mec de tout à l'heure. Là. Ah non, c'était au Pérou. Bon, bref. Estrada, lui, va rester au pouvoir jusqu'en 1920. Ouais, pas mal, il a fait un bon score. Ouais, en survivant à plusieurs tentatives d'assassinat, au suicide de ses 2 fils, dont un qui se suicide directement après que son père l'ait engueulé, Cool. à cause de ses dettes. Finalement, la tension va monter petit à petit dans le pays. Malgré la répression, on va avoir notamment une série de tremblements de terre en 1917 et 1918 qui vont
bien impacté l'économie. Et en plus, la foule des opposants qui commence à se rassembler va pas très bien prendre le fait qu'on lui tire dessus à balles réelles. Et ça va donner une guerre civile qui va durer une semaine. Et il va finir en prison jusqu'à la fin de sa vie. Bon, bah voilà. C'est un peu mérité. Faut pas... Ouais, le grand élan démocratique du Guatemala va d'ailleurs pousser un peu le successeur à revenir un petit peu sur les concessions qui ont été faites à la United Fruit Company. Bon, un an plus tard, la United Fruit Company va subventionner un coup d'État qui va le renverser et va retrouver l'intégralité de ses droits. Parce que bon, on vous a quand même construit une voie ferrée, bande de... Hein, voilà. Et l'histoire d'amour va continuer avec, notamment en 1931, l'instauration du régime de Jorge Ubico, surnommé le Napoléon du Guatemala, qui s'embarrasse même plus d'un vernis démocratique. Oui, bah en même temps, à bout d'un moment, ça Oui, plus voilà. rien, quoi. Sous sa dictature, la United Fruit va devenir le premier propriétaire terrien du pays, en contrôlant donc aussi la seule ligne de chemin de fer, mais toutes les capacités de production d'électricité du pays. Monopoly, c'est un beau bingo. T'as les gares et les sociétés de production. C'est un cauchemar, en fait, ce truc. Donc, avant de revenir au Guatemala, on va faire une petite pause. On va faire un petit crochet vers le nord de la Colombie. Une région qui a été, je l'ai expliqué au début, une des premières à accueillir la United Fruit Company. Le temps a passé, on s'est bien implanté là-bas, elle contrôle à peu près tout ce qu'il y a à contrôler dans le coin, enfin, on commence à connaître. Voilà. Sauf que là aussi, à force de tirer sur la corde, les gens vont finir par se plaindre. C'est fou, ça, ces gens qui se plaignent. Ben oui, ça arrive en 1928, notamment, quand va éclater la plus grande grève que le pays a connue jusqu'ici. Les leaders, on connaît, des gauchistes utopiques qui viennent avec une liste de revendications en forme de liste au Père Noël. Bien sûr, bien sûr. Un salaire versé chaque semaine, payé en argent plutôt qu'en coupons valables dans les magasins de la United Fruit, des dortoirs corrects, la semaine de 6 jours, la compensation des accidents de travail, voire même reconnus comme des salariés au lieu de la loi, au lieu d'être des sous-traitants. Mais ça va, oui. Qu'est-ce qu'ils veulent en plus? Les 35 heures. Ouais, les congés payés. Non mais attends. Et bien entendu, derrière tout ça, on peut compter sur les libéraux, les socialistes, les communistes pour souffler sur les braises. Bah bien sûr, une vermine. Bon, la United Fruit Company ne peut bien entendu pas céder à toutes ces revendications, aussi farfelues soient-elles, et va trouver d'autres gardiens de la raison pour l'aider. En l'occurrence, le gouvernement de Bogota, qui va envoyer 300 soldats dans la zone, voilà, en prenant soin de les sélectionner. On va prendre aucun local, de peur qu'ils aient été aussi un peu contaminés par l'islamo-gauchisme. On l'a vu avec les Brigades Rouges. Tu respires le même air qu'un gauchiste, et puis voilà. Donc on va avoir un véritable débat d'idées dans la petite ville de Ciénaga, presque aussi agité qu'un AG dans une amphi de fac de lettres. Pour permettre un échange serein, l'armée a fermé toutes les rues autour de la place principale, a monté des mitrailleuses aux 4 coins de la grande place. Officiellement, l'affrontement fera 47 morts. Le représentant de la United Fruit parle à l'ambassadeur. On a retrouvé les mémos de l'ambassadeur au ministre des Affaires étrangères américain qui dit « Oh, le mec de la United Fruit m'a dit qu'il y avait eu à peine 1000 morts. » Certains historiens montent jusqu'à 2000. Oh la vache. Tu vois, les 500 morts des années de plomb, là, c'est... Enfin, bon. Ouais, là, c'est... 2000 morts, juste. 2000 morts à la mitrailleuse, les mecs, on les parque dans... Parce qu'ils veulent un salaire correct, quoi. Et pas être payé en coupons. Ouais. C'est ça qui est le pire. Les mecs, ils payent en coupons, quoi. Tu pourrais au moins faire des dollars United compagnie, tu vois, je sais pas, non, des coupons. Et si tu veux, c'est un peu le point de départ de l'idéologie, notamment les FARC en Colombie vont dire que leur mouvement, alors lui il a été créé plus tard, mais que ça a été le point de départ d'une chaîne d'événements qui a mené aux FARC. Oui, c'est l'État au service des multinationales qu'il faut attaquer, quoi, l'État impérialiste. Bon, après, je crois que les FARC sont aussi payés en partie par la United Fruit. Enfin, crois-le ou pas,
Mais cette contagion gauchiste, ces idées saugrenues qui vont empêcher les gens de faire ruisseler l'argent correctement vont pas s'arrêter là. Et notamment, on revient au Guatemala après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là, la fin des combats sonnait le glas du Napoléon local. Hein. Ah oui? Oh. Oui. Bon, tout est parti d'une manifestation d'enseignants qui était réprimée dans le sang. Ça va donner lieu au printemps guatémaltèque. Le gouvernement qui vient va prendre des mesures là aussi radicalement gauchistes, comme avec la Ley Fuga en 47, qui interdit aux propriétaires d'abattre les journaliers qui quittent une hacienda sans autorisation. Ah oui, c'est quand même des... On va loin dans... C'est la turbo-gauche, là. Ouais. Pire, ils vont mettre en place un code du travail Oula. qui va régir la durée du travail, l'égalité homme-femme, les discriminations raciales ou encore la liberté syndicale. Oulala. Imagine-toi que le président va quitter paisiblement le pouvoir après un seul mandat. En 51. Sans changer la constitution pour se faire réélire 35 fois. Non, il dit c'est bon, j'ai fait un mandat, je m'en vais. Après avoir déjoué 32 tentatives de coup d'État. En un an? En 4 ans. Ah. Non. Ouais, c'est ça, de 47 à 51. En 4 ans. Ouais. Bien, c'est quand même presque une par mois, quoi. Son successeur, c'est le colonel Guzman, qui va poursuivre dans cette ligne funeste. En 52, il va faire passer une loi de réforme agraire qui va exproprier 600 000 hectares de grands propriétaires pour le redonner à 100 000 familles. Bon, le président lui-même est exproprié. C'est sa femme aussi. Ils sont... Putain, bien, attends, il se passe quoi, là? Mais bon, le plus gros tombe sur la United Fruit, vu que c'est eux qui ont toutes les terres du pays, qui va perdre 85 000 hectares. Ah, c'est pas tant que ça, finalement. Sur les 600 000 pour une entreprise. Non, mais attends, autour de la voie ferrée, là, bon, c'est pas le même pays, mais ils avaient 250 000 hectares, 300 000, ouais. 300 000. Donc finalement, 85 000, ils s'en tirent bien, quoi. Ouais, ils sont pas complètement... On leur prend pas tout, quoi. Ouais. Et encore, les terres sont pas volées. Elles sont, en fait, payées au montant que les gens ont indiqué, la valeur qu'ils ont indiquée sur leur dernière déclaration d'impôt. Et est-ce qu'on peut vraiment en vouloir aux pionniers de la civilisation d'avoir un peu sous-estimé la valeur qu'ils déclaraient aux impôts? Parce que bon, ils ne payaient pas des impôts. Ils étaient exemptés, mais au bout d'un moment, ils devaient... ils devaient payer un peu quand même. Ils devaient payer un peu. Et la United Fruit et le gouvernement leur dit mais pourquoi vous nous demandez 15 millions alors que vous avez dit que ça valait 1,2 Oui, l'inflation. Notre comptable s'est trompé. Voilà. Vous avez vu la rénovation qu'on a faite là? On a quand même changé tous les papiers peints. Hein. Ouais. Donc ça vaut bien. Ouais, c'est ça. Et si tu veux, non seulement ils vont être obligés de payer des impôts et de rendre des comptes devant la justice quand il y a un problème avec les travailleurs, mais ils se retrouvent aussi avec un gouvernement qui a une volonté de construire des trucs. Genre des écoles, des hôpitaux, des trucs comme ça. Ils vont construire une route, par exemple, qui va concurrencer les chemins de fer. Ils vont construire un barrage hydroélectrique qui va faire de l'ombre aux centrales thermiques de la United Fruit. Enfin, tout ça, ça remet en jeu un peu leur monopole sur la société. Bon, quoi qu'il en soit, il y a un mot qu'on peut clairement mettre derrière tout ça, c'est communiste. Oui. Enfin, en tout cas, c'est le mot qui va être répété au Congrès américain. Ah oui, d'accord. Ouais, oui. Par la United Fruit. Bon, parce alors... que la United Fruit siège au Congrès américain. Non, mais ils ont des auditions régulières avec le... On va voir leur lien avec le Congrès. Alors, c'est vrai que au Guatemala, en 1951, il y a un parti communiste qui existe, qui a quand même 4 députés sur les 56 de l'Assemblée. C'est peut-être un peu exagéré de dire que tout le pays est communiste. Et l'autre problème, c'est que les États-Unis sont alors en pleine guerre de Corée. Et que donc, c'est pas facile en fait d'avoir l'attention suffisante des Américains pour... Ah ouais, c'est qu'ils ont autre chose à foutre que de s'occuper des bananes. C'est ça. Ouais. Donc, pour attirer l'attention, on va utiliser des pros du genre. Ils vont aller chercher Thomas Corcoran, qui est un lobbyiste proche de la CIA, qui a notamment fait du trafic d'opium pour soutenir le Kuomintang, donc les nationalistes chinois contre les communistes.
Cool. Un mec bien, je le sens. Voilà. Et ils vont aussi employer Edward Bernays, Oh, j'avais parlé, lui. dont il nous a déjà parlé, l'un des grands théoriciens de la propagande. Mhm. Voilà, un mec bien aussi, qui va mener une énorme campagne de presse pour faire accepter à l'opinion publique, mais aussi aux décideurs, que c'est Moscou qui est en train de mettre la main sur l'Amérique centrale. Et ça, dans les début des années 50, c'est pas acceptable pour les États-Unis. Alors qu'à Moscou, ils sont encore en train de dire Guatemala quoi? C'est où? Ouais, ils sont encore en train de se purger entre eux. Aussi. En 53. Ils sont en train 52. d'effacer En main de toutes les images. En 53, il est encore là. Enfin, Ah oui, il meurt en 53. Voilà, oui, mais juste après, on Ouais. l'enlève, quoi. On le cancel. On le cancel complètement, mais c'est marrant de voir les images de la Révolution d'Octobre où on a foutu des trucs devant lui pour pas qu'on le voit, quoi. C'est en 53, du coup, que Eisenhower va donner le feu vert pour une opération militaire au Guatemala. On notera pour l'anecdote que le mari de sa secrétaire, Eisenhower, est haut placé à la United Fruit, que le frère du directeur de la CIA, c'est lui qui a écrit en 1936 le contrat qui cède le chemin de fer guatémaltèque à la United Fruit, que le secrétaire d'État aux affaires intra-américaines est le frère d'un ancien dirigeant de la firme. L'opération va être dotée de 2,7 millions de dollars, dont 65 000 qui viennent de la firme, et il va s'organiser d'abord depuis Miami, puis le Nicaragua. Qui Qui est à côté, en fait. Oui, puis qui du coup dit bah ouais, allez-y les gars. De toute façon, c'est vous qui nous donnez tout notre argent, donc allez-y. On va d'abord préparer la population grâce à des émetteurs radio et au réseau radio de la United Fruit. Ouais, du coup. Et à la complicité du clergé local. Ah ouais. Bah oui, parce que l'église, finalement. Finalement. Donc, le 17 juin 54, une petite troupe menée par un colonel en exil va passer la frontière et les avions américains vont l'escorter. L'armée sur place va refuser d'appliquer la consigne qui est donnée par le gouvernement d'armer les milices ouvrières. Non, on garde les armes. Et la propagande va être telle que le gouvernement de Arbenz, donc le président de l'époque, va démissionner 10 jours plus tard. Cela dit, ouais, il démissionne pour éviter qu'il y ait une vraie guerre, quoi. Ouais. Alors que les troupes sont encore assez loin de Guatemala-Ciudad. Oui, mais bon. Donc le colonel va devenir président. On va rendre les terres à la United Fruit. Oui. Les impôts sur les sociétés étrangères sont supprimés. Les partis d'opposition et les syndicats sont déclarés hors la loi. Le vote à bulletin secret est interdit. Bref, la menace rouge est écartée. Ouais, voilà. Tout est bien qui finit bien. Bien sûr. Alors que la menace néofasciste, au contraire... Ouais, voilà, bon. Il restera une guerre civile larvée qui va durer jusqu'en 96. Voilà. Et qui va faire 200 000 morts. 200 000 Oui. Ça rigole pas, hein, l'Amérique centrale. Ah ouais, non. Ouais, ok. Cool. Mais bon, on n'a rien sans rien. Hein. Attends, tout ça pour avoir des bananes à bread, quand même. Ouais, c'est ça. Bon, je vois que l'heure commence à tourner, donc je vais pas m'appesantir sur le scandale du chlordécone. Donc c'est un engrais hyper toxique qu'on utilise massivement sur les bananiers, notamment pendant des années aux Antilles, alors qu'il était interdit en Europe et aux USA. Ah oui, le truc dont on parle... Oui, voilà, la quasi-totalité des habitants des Antilles est contaminée. Des zones entières qui sont interdites à la culture et à la pêche. Hein. On ne mange pas de fruits de mer aux Antilles, enfin en tout cas pas de fruits de mer locaux parce que... Ah d'accord, ok. Et pour finir, on va pas non plus se réjouir de la menace qui pèse sur la banane, puisque la banane telle que nous la connaissons est en danger. Donc comme je disais, le bananier c'est nul pour se reproduire, donc on fait des boutures, donc on fait des clones en fait. Donc, en gros, quasiment toutes les bananes qu'on mange sont des clones. Ouais. D'une banane originelle. Donc le gros Michel. Alors, pas tout à fait. Parce que, donc on a une sorte d'uniformité de tout ça, et donc quand il y a une maladie qui arrive, ça ravage tout. Oui. puisque si ça se développe sur un bananier, globalement, ça peut se transmettre à tous les bananiers du monde. Et c'est comme ça que va arriver un champignon qui va causer ce qu'on appelle la maladie de Panama. Parce qu'on a dû l'avoir à Panama, qui va faire des ravages, et c'est comme ça qu'en fait, dans les années 50, le gros Michel est éradiqué.
Ah ouais, carrément. C'était quasiment la seule espèce de banane qui était cultivée et elle est éradiquée. Mais du coup, on a bien appris de nos erreurs puisque maintenant, on a remplacé tous les gros Michel par la Cavendish. Et donc, il y a de nouveau qu'une seule variété de banane. Il y a de nouveau qu'une seule variété de banane et une mutation de la maladie de Panama est arrivée en 2013 qui touche la Cavendish. Donc, nos bananes vont peut-être bientôt changer. Donc, si vous aimez la banane telle qu'elle est aujourd'hui, profitez-en. Ouais, bon, en même temps, elle va bientôt changer. Ah, c'était de la banane, quoi. Elle va pas devenir bleue. Non, mais il y a des bananes rouges, par exemple, des bananes vertes, ça existe. Oui, c'est vrai. Ce serait cool, des bananes rouges. Et le gros Michel, je me souviens on l'a choisi pour sa taille et son sucre, et même si son goût est fade. Genre... Et que, si tu veux, en fait, le gros Michel, c'est le premier Big Mac. Ah ouais, c'est le premier truc. C'est le premier truc qui est uniforme, que la banane a le même goût, du coup, dans le monde entier. Alors, sauf un peu en Asie, parce qu'ils ont encore des variétés locales qui poussent et qui cultivent localement, mais... et puis dans les Antilles, ils ont les bananes plantains et tout, quand même. C'est un peu... Les petites, là, les petites vertes. Ouais. Mais la majorité des bananes... Oui, c'est les mêmes, quoi. C'est des clones, littéralement des clones. C'est littéralement des clones. Donc, c'est un des premiers produits mondialisés, standardisés, qui va façonner notre goût. Voilà, donc un bel exemple des bienfaits du capitalisme Exactement. Libéré. Qui nous a sauvés de moult périls rouges. Ben ouais, avec 4 députés quand même, attends. On sait jamais, quoi. En plus, c'est au Honduras, non, qu'il y a maintenant des gangs et tout. Impossible. MS-13, là, c'est pas au Honduras ou c'est au... Enfin, c'est en Amérique centrale, ouais. Ou au San Salvador, je sais plus. Les MS-13, c'est peut-être le Honduras. Enfin, les gangs atroces... Qui mettent les gens dans des pneus pour les brûler et tout ça. Ouais, et puis qui tatouent la tronche des gens, histoire qu'une fois que t'es dedans, tu peux pas en sortir et tout. C'est bien, c'est... Ouais... Quand même bien. Hein. Puis tout ça pendant la doctrine du Monroe, là. Parce que là, fin du 19e, début 20e, c'est la doctrine Monroe, et puis après, le gros bâton de notre ami Teddy. C'est ça. C'est genre, vous restez en dehors de tout ça, c'est nous qui nous en occupons. Oui. Bien. On a appris des trucs. On a appris plein de trucs. Moi, je suis... Tu vois, ça m'a fait plaisir un petit peu de faire des recherches sur le gauchisme. Bon, hein, peut-être que vous avez fini par comprendre que je penche à gauche. Ça m'a un peu dégoûté, son histoire de banane, là. Oui, mais ça nous a apporté le culte de Minerve au Guatemala. Ouais, et alors ça, c'est quand même un bienfait. Et ça, c'est quand même un bienfait. Et en attendant de découvrir d'autres bienfaits, je vous propose de continuer à écouter des podcasts, notamment les podcasts du label Podcut. Tout à fait. Que vous pouvez soutenir grâce à son Patreon. Tout à fait. Donnez-nous des sioux. Voilà, venez nous voir sur les réseaux sociaux, sur Discord, partagez les épisodes, mettez des commentaires, faites pleuvoir sur nous des pluies d'étoiles. Je crois même qu'on est sur YouTube, vous pouvez sonner les cloches et tout, je sais pas comment ça se dit sur YouTube. Je sais pas, peut-être qu'un jour on sera sur Twitch. Oula. Ça me paraît très compliqué. En attendant, amusez-vous bien et continuez d'apprendre. Voilà, à la prochaine fois. À la prochaine fois.